Ça me fait bien plaisir qu'on ait réussi à mettre ça en place parce que c'est un sujet de toute façon qui est vraiment d'actualité. Enfin, oui, qui est vraiment d'actualité, encore plus en période Covid. Et puis voilà, moi, enfin, tu sais bien que ça fait un moment que je te pose plein de questions sur plein de sujets différents, donc je suis bien content que tu sois là, Nicolas. Bon, après cette magnifique introduction, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, nous parler de ton métier, de tes entreprises, voilà, pour introduire qui tu es toi, et après on parlera du sujet central. Alors bah, au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai cofondé deux sociétés avec des associés justement. Une première société donc qui s'appelle Stimuleo, édite un logiciel, un service qu'on appelle SaaS, un service internet, qui est un service qui permet en fait de structurer, de piloter et de gérer une activité e-commerce sur tous ces aspects, à la fois l'information produit, c'est-à-dire créer les fiches produits, mais aussi tous les aspects liés à sa logistique, gérer les stocks, gérer l'entrepôt, gérer les emplacements, gérer ce qu'on appelle le picking produit, les préparations de commandes, le dialogue avec les transporteurs, puis après tout ce qui est le cycle d'acceptation des commandes, générer les ventes, récupérer les ventes dans des CMS, donc des sites internet, mais aussi des marketplaces, et puis gérer tout ça. Donc vraiment l'outil squelette d'un e-commerçant. Et donc ça c'est le premier métier, on va dire c'est un métier d'éditeur de logiciels. Et une deuxième société qui s'appelle Doc Avenue, qui est une société dont le métier premier est d'être e-commerçant, avec une cœur de spécialité qui est liée à la vente sur les places de marché. Quand j'entends pas de places de marché, c'est-à-dire les Amazon, Cdiscount, La Redoute, etc., Mano Mano et ainsi de suite. De produits de l'univers du textile de la maison. Donc c'est on va dire tous les produits textiles qu'on peut retrouver dans une maison ou à l'extérieur de la maison, des couettes, des housses de couettes, des rideaux, des coussins de sol, des serviettes de plage, enfin bon, tout un tas de produits plutôt textiles, on va dire, et petites décorations. Et dans Doc Avenue, il y a un deuxième métier qui s'est développé depuis quelques mois, qui est vraiment un métier de ce qu'on appelle de logisticien 3PL spécialisé e-commerce. C'est-à-dire, en gros, il y a des vendeurs marketplace, des e-commerçants ou des marques qui viennent nous chercher pour notre savoir-faire lié à l'e-commerce et à la logistique e-commerce qu'on maîtrise à fond pour qu'on gère pour leur compte en fait leur stock, leur préparation de commandes, leurs expéditions, essentiellement des expéditions à des clients finaux, hein, en B2C, mais aussi des expéditions, par exemple, en tant que stock tampon, par exemple, par rapport à des gens qui s'approvisionnent, notamment en Asie, mais ça peut être n'importe où, qui en stock leurs produits et en redispatch une partie dans les entrepôts Amazon, par exemple, pour ceux qui font de la vente marketplace et qui font de ce qu'on appelle de l'expédié par Amazon, du FBA. Donc voilà, c'est deux sociétés. Après, voilà, j'ai d'autres activités liées à de la formation, des webinaires. Je fais beaucoup de webinaires pour le compte de la région, notamment liés aux places de marché, à l'e-commerce au sens large, on va dire, avec un webinaire par semaine pour le compte de la région, pour justement accompagner des commerçants, des TPE dans la digitalisation de leur commerce. En gros, voilà, par quel bout ils peuvent l'attraper, mais ça va du click and collect en passant par les marketplaces ou les paiements sécurisés ou d'autres choses, on va dire. Mais voilà, comment digitaliser un commerce traditionnel. Tu parles donc tu parles de tout ce qui concerne la digitalisation pour les commerçants de la région. Du coup, tu as dit donc notre nouvelle grande région. Ouais, c'est ça. C'est la région donc Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis en place on va dire à la fois des aides pour financer un certain nombre de choses, avec une aide qui s'appelle Mon Commerce en ligne notamment, mais aussi des webinaires en fait pour accompagner, et former et informer les commerçants sur voilà, les accompagner dans la digitalisation. Alors ça peut être des choses simples, hein, ça peut être voilà, mettre en place un service de click and collect, mais aussi de faire de l'e-commerce, de se déployer sur les marketplaces généralistes, des marketplaces spécialisés ou avoir des webinaires plus précis des fois sur les paiements sécurisés ou d'autres aspects liés globalement à l'e-commerce. Et donc, je fais ça pour le compte de la région. Tu as parlé de click and collect, tu as parlé d'e-commerce. On reviendra un petit peu sur le terme central du coup d'e-commerce. Mais est-ce que le click and collect, c'est pas juste l'e-commerce ou c'est le client qui vient chercher chez toi, quoi? Alors, logiquement, le click and collect, t'as pas forcément les paiements sécurisés. C'est-à-dire qu'en fait, le client peut passer une commande
et payer aussi en boutique. Donc dans ce cadre-là, si on reste à ce stade-là, pour moi, c'est pas de l'e-commerce parce que ça rentre pas. Du coup, il n'y a pas eu les paiements sécurisés en amont. Après, tu peux avoir un achat en ligne avec un retrait en boutique, ça existe. Et puis après, tu peux avoir de l'e-commerce pur jus, on va dire, avec une livraison aussi du colis ou du produit donc chez le client ou en point relais ou voilà, différents scénarios. D'accord, très bien. Est-ce que du coup tu pourrais nous donner une sorte de définition de ce que c'est que l'e-commerce? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais on sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête. Alors, pour moi, l'e-commerce, c'est vraiment de la vente en ligne. Alors, quand on dit vente en ligne, ça veut dire par voie électronique. Après, sur tout type de support, hein, ça peut être un mobile, une tablette, un ordinateur. Donc après, peu importe quelque part le canal, avec un paiement donc sécurisé et en ligne. Et après, une livraison. Et cette livraison, on va dire, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une livraison en boutique, pourquoi pas. Ça peut être une livraison en point relais, donc dans une autre boutique physique, mais qui n'est pas celle auquel on a acheté le produit, ou une livraison à domicile avec les différentes formules, contre-signature ou pas. Enfin voilà. Après, c'est des modalités de livraison, mais commerce électronique, c'est vraiment tout ce qui est vente en ligne. Alors, en sachant que souvent, il y a deux grands univers dans la vente en ligne. Ça va être la vente sur des sites e-commerce. Donc, la société, elle a un site e-commerce, elle vend à un client, et puis après, elle se charge d'expédier. Ou après, c'est une vente en ligne sur les places de marché, les marketplaces. Alors, la plus connue, c'est Amazon, mais après, il y en a une foultitude. Et ce qui est intéressant dans l'évolution en fait de l'e-commerce, si on fait l'analogie avec ce qu'on appelle le retail, enfin les magasins physiques. Dans les magasins physiques, au début, il y a des petits magasins. À un moment donné, sont arrivés les supermarchés, les hypermarchés, un peu plus gros, qui étaient un peu généralistes. Et puis après est arrivé les chaînes de magasins, ce qu'on appelle la grande distribution spécialisée. Et par exemple Decathlon, si on parle du sport, ou Leroy Merlin dans le bricolage, etc. Donc des chaînes, une sorte d'hyper, mais spécialisées dans un domaine précis. Ben, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'internet, on va dire, et dans la vente en ligne, ben on vit la même chose, c'est-à-dire que au début, il y a eu des sites e-commerce. Amazon était un site e-commerce, Discount était un site e-commerce. Après, à un moment donné, ils avaient une course à l'échalote sans arrêt pour augmenter la taille du catalogue. Donc du coup, ce qui nécessitait d'augmenter les investissements pour financer le stock, les entrepôts, et ça devenait un peu infernal. Donc là, ils ont décidé d'ouvrir la possibilité à des vendeurs tiers, donc à des commerçants, de pouvoir proposer leurs produits sur leur site et donc vendre leurs produits par leur intermédiaire en échange on verra, de commissions, de plein de choses. Donc ça, c'est la notion de marketplace donc, qui est arrivée. Et puis donc au début, elle est arrivée en généraliste, on va dire, les Amazon ou eBay ou ces discounts, ils vendent un peu tout et n'importe quoi dessus. C'est l'équivalent des hypermarchés, supermarchés dans le monde physique. Et puis après, il y a la grande distribution spécialisée qui est arrivée, sont les marketplaces spécialisés. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, alors il y a à la fois ce qu'on appelle des pure players, donc vraiment des acteurs qui sont vraiment qui n'ont pas de magasin physique, qui sont arrivés là-dessus et qui sont purement en ligne. Par exemple, Alltrix, qui est une chaîne dans le domaine du vélo, on va dire pour faire simple, qui est une marketplace spécialisée dans le vélo, un pure player. Mais après, la plupart des marketplaces spécialisés sont des chaînes de magasins qui étaient en grande distribution spécialisée, qui ont muté et ils proposent ce service-là. C'est-à-dire que Leroy Merlin est en marketplace, Decathlon vient d'ouvrir la marketplace en Belgique, GoSport est en marketplace, après il y en a une foultitude, Castorama, tous les acteurs, Maison du Monde, la plupart des grandes chaînes de magasins qu'on connaît dans la vie physique, classique, ont ouvert la notion de marketplace pour permettre à des vendeurs tiers de vendre sur leur site. Et souvent, les gens savent pas forcément que en allant sur La Redoute ou sur je sais pas, Castorama ou sur Leroy Merlin, on peut acheter à d'autres acteurs, d'autres sociétés que La Redoute, Leroy Merlin et Castorama. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, je savais pas. Ça, j'avais remarqué pour la Fnac. Ouais. J'ai remarqué que la Fnac, ils vendaient des produits comme ça qui étaient pas les leurs. Mais je savais pas que c'est généralisé au point où tu viens de nous le dire là. Le gros avantage pour ces acteurs-là, c'est
d'étendre leur offre, avoir un maximum d'offres possibles. Et puis entre guillemets, quand c'est un vendeur tiers qui vend par leur intermédiaire, c'est que nous on travaille par exemple avec Fnac Darty. Bon, bah, si tu vends quelque chose par Fnac Darty, tu vas payer à la fois un abonnement pour être présent sur la marketplace, Fnac par exemple, et puis une commission en fonction des ventes. Donc voilà, ils gagnent de plusieurs façons. Ils gagnent en ayant une couverture plus large, une offre produit, un catalogue encore plus riche, et puis ils gagnent financièrement, bah voilà, en prenant leur pactole au passage. Et par contre, pour un commerçant euh, qui veut devenir e-commerçant ou un e-commerçant, mais l'avantage c'est que ces grandes chaînes, c'est des réflexes chez les gens. C'est-à-dire que ils connaissent pas Docamenu. Par contre, quand ils veulent acheter des produits liés à l'univers de la maison, ils ont un réflexe sur la Redoute. Versus quelqu'un qui fait des produits de bricolage. Peut-être que c'est un petit magasin, je sais pas, à Vic-le-Comte. Peut-être qu'il est inconnu dès qu'on sort d'un périmètre voilà, très proche de chez lui. Par contre, s'il vend sur Castorama, sur Leroy Merlin, sur Mano Mano, peut-être qu'il va toucher des clients, etc. Et les gens, en fait, voilà, ces marketplaces jouent le rôle de tiers de confiance aussi par rapport au fait que ça va bien se passer, que effectivement s'il y a une commande qui se passe, elle va bien être sécurisée, que le produit va bien arriver. Et si jamais il y a le moins de problèmes, ben, la marketplace joue son rôle et rembourse le client ou sécurise on va dire la vente. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien les deux gros avantages que tu as cités. Un pour la marketplace, qui est bah pour vendre plus de produits, gagner plus d'argent, et voilà, ça c'est évident. Et pour le plus petit commerçant, on va dire, de distribuer d'une autre manière ses produits, ça c'est évident. Une question que je me posais, est-ce que pour les marketplaces, ça va pas justement, enfin pour les typiquement la Fnac, Leroy Merlin et tous ceux que tu as cités, est-ce que ça a pas tendance à diluer leur marque en quelque sorte? C'est-à-dire que je suppose qu'il y a des gens qui ont ce réflexe-là, qui vont se dire, bah, je vais acheter un produit électronique, je vais aller Fnac, bon, maintenant c'est Fnac Darty, je vais aller sur le site de la Fnac, je vais acheter un truc pour faire du sport, peut-être Decathlon. Et en fait, il y a un moment où ils vont se rendre compte qu'ils achètent pas à Decathlon ou qu'ils achètent pas à la Fnac en tant que magasin, en tant que marque, je devrais dire. Ça, c'est un inconvénient, tu penses vraiment, ou en fait c'est négligeable? Alors, en fait, tout dépend des places de marché. Il y a des politiques qui peuvent être très différentes. Il y en a qui sont très ouverts, et donc du coup qui acceptent. Après, il y a toujours des processus d'acceptation. Il faut être validé. Il suffit pas de payer 39 € et puis c'est bon, on va pouvoir vendre. En général, il y a un processus d'acceptation pour voir la qualité des produits, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, qu'on ait le droit de vendre ces produits-là, parce qu'il y a un droit des marques, etc. Donc ils jouent leur rôle. Et puis après, en fonction des places de marché, ils vont être plus ou moins restrictifs. Par exemple, la Redoute, ben voilà, eux, ils font 70% de leur chiffre d'affaires sur leur marque propre, la Redoute intérieure, AMPM, etc., et 30% en marketplace. Quelque part, c'est peu, mais c'est voulu. C'est-à-dire que soit les produits sont vraiment dans leur cœur de métier que vous leur proposez, et entre guillemets, ils vont vous dire non, vous êtes bien gentil, on vous veut pas, parce que entre guillemets, voilà, ça nous intéresse ces ventes-là, on préfère qu'elles soient faites sur nos propres marques et nos produits. Par contre, dès que c'est des produits qui peuvent être complémentaires, qui sont pas dans leur gamme, ben ça enrichit l'offre du catalogue présente sur la Redoute. Ça permet de proposer d'autres choses, donc d'apporter un meilleur service aux clients, et donc ils y gagnent à la fois financièrement, mais aussi en termes d'image de marque et de positionnement, parce que plus le client entre guillemets est satisfait de l'offre, plus il a de chance de revenir sur la marketplace, donc de recommander éventuellement aussi chez eux par la suite. Donc c'est un juste équilibre entre faire le business seul en direct, mais ça suppose après, dès qu'on le fait seul, de financer le stock, de faire des produits, d'innover, de stocker, etc. Alors que là, il se décharge d'une partie de l'offre qui est faite par des tiers. C'est eux qui assument le fait de financer le stock, de stocker des produits, d'approvisionner des choses, prendre des risques. Bon et eux là, voilà, ils prennent leur commission au passage parce qu'ils vous amènent un canal de vente
ils vous amènent une notoriété, une visibilité auprès des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que le client, en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il a enregistré sa carte bleue. Et puis, quand il va sur La Redoute ou Fnac Darty, il se pose pas de question de savoir si il va être livré. Est-ce que le commerçant, il a bien de pignon sur rue? Est-ce que le produit il est bon, pas bon? Enfin, entre guillemets, voilà, toutes ces questions-là sont réglées entre guillemets avec l'image de la marketplace et tout ce qu'ils ont mis en place pour sécuriser le paiement. Donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Après, en fonction des logiques de chacun, il y a, mais derrière des marketplaces, il en existe des centaines. Il y en a sur tous les sujets. Après, il y a des très grosses qui font, on va dire, des marketplaces qui font X milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y en a un certain nombre. Si je parle que de la France. Et puis après, il y en a des spécialisés qui font quelques centaines de millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros. Bon voilà. Après, il faut trouver aussi en tant que commerçant les marketplaces qui ont du sens pour vous. C'est-à-dire que vous vendez des produits bio, par exemple. Je n'importe quoi. Le gars, il vend des huiles essentielles bio. Est-ce qu'il faut aller vendre sur Amazon, Cdiscount? Peut-être, mais c'est pas gagné. Pourtant, c'est des grosses marketplaces, c'est les deux plus grosses en France. Mais peut-être qu'il vaut mieux aller vendre sur Nature et Découverte et sur Greenwiz, qui est une marketplace dédiée aux produits bio, etc., qui a été rachetée d'ailleurs il y a 2 ans par Carrefour. Mais voilà, Greenwiz, ils font 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, ils ont un positionnement de produit qui est vraiment des produits bio dans l'univers, on va dire, produits alimentaires plus cosmétiques, on va dire pour faire un peu simple. Bon ben voilà, donc l'idée c'est quand vous êtes commerçant, derrière la notion de marketplace, il y a aussi réfléchir, tiens, je vends des produits électroniques, je peux aller sur Fnac Darty, sur Boulanger par exemple, qui a une marketplace, et peut-être sur d'autres. Voilà. À chaque fois, je dirais, il n'y a pas une solution unique. Ça dépend complètement du produit, du positionnement et de ce qu'on a à vendre. Mais du coup, c'est un gros intérêt, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que une société peut avoir un commerce physique et puis dire, j'ai besoin d'un deuxième canal de vente qui va renforcer aussi ma solidité d'entreprise et qui va me permettre aussi d'aller toucher des clients plus loin voilà, parce que si j'ai une boutique physique à Billon, à un moment donné, je fais 30 km autour et je touche ces gens-là, quoi. À un moment donné, si je peux aller toucher des gens plus loin, c'est grâce à l'e-commerce. Après, soit j'y vais en faisant un site e-commerce au nom de ma boutique, mais après j'ai tout un tas de challenges à relever. Ça veut dire générer de la visibilité, du trafic, parce que sans visibilité, sans trafic, on fait pas de vente. Parce qu'à un moment donné, c'est un canal de vente. Donc la mesure, c'est les ventes. Soit on vend, soit on vend pas. Donc il y a tout un tas d'investissements, de choses à faire pour arriver à être un acte de vente. Ou versus, je peux aussi aller chercher peut-être cette visibilité, ce canal de vente par les places de marché. Alors je dis pas que c'est tout simple, facile. Ça peut être plus ou moins compliqué, mais la question peut se poser. Tout comme il y a des structures qui ont 3 canaux de vente, c'est-à-dire qu'ils ont une boutique physique, ils ont un site e-commerce qui fait un certain nombre de choses, et puis après ils ont cherché aussi des ventes complémentaires sur une marketplace. Et voilà. Et là-dessus, on a souvent il y a des histoires. La semaine dernière, je formais un certain nombre de personnes justement sur l'e-commerce, personnes qui sont en entreprise. Et dans les personnes que je formais, il y avait une personne qui travaillait dans une pharmacie. On se dit pharmacie. Je sais plus où c'était. C'était en Rhône-Alpes, je crois de mémoire. Et ils font entre 100 et 200 ventes par jour sur Amazon. Donc en expédiant tout à partir de leur pharmacie. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, ils préparent 100 à 200 commandes et uniquement sur des cosmétiques, sur une partie, on va dire, parapharmacie. C'est déjà pas mal. Et c'est pas une structure, on parle pas d'une structure énorme, mais du coup, cette pharmacie, en fait, ils avaient deux canaux de vente, même 3. Ils avaient leur boutique pharmacie qui vendait, leur site où ils pouvaient vendre un certain nombre de produits en parapharmacie, et puis Amazon où ils vendaient en ce qu'on appelle en FBM, c'est eux-mêmes qui stockent leurs produits, qui expédient les commandes, et donc voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'une pharmacie puisse vendre ce type de volume, et si ça se trouve, c'est vraiment l'équilibre économique, c'est sans doute les 3 pieds, et
Sans doute que l'e-commerce permet aussi à la pharmacie d'avoir des tarifs plus intéressants, parce qu'ils achètent plus en plus gros volume auprès de leurs répartiteurs, auprès de leurs grossistes. Ça contribue sans doute à l'équilibre global de la société, et c'est intéressant. C'est pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément un antagonisme euh, entre e-commerce et magasin physique, parce que tous, enfin, dans notre quotidien, on est pour certaines choses super content d'aller chez notre commerçant du coin, etc. Et puis après, il y a d'autres produits parce qu'on n'a pas l'offre ou on a besoin voilà, d'autres choses. On est aussi intéressé pour acheter en ligne. Donc, voilà, ça dépend des situations, des besoins, des produits. Mais voilà, les deux sont, pour moi, peuvent être hyper complémentaires. Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Comment t'es rentré dans ce domaine-là de l'e-commerce? C'est un sujet qui m'intéressait. À l'époque, je travaillais dans une agence de la région Auvergne. Je m'occupais de numérique, etc. Et en fait, c'est une rencontre. C'est mon meilleur ami en fait qui est expert comptable. Un jour, il me dit je t'entends parler, j'ai un gars, faut que je te présente. Je pense que vous aurez des trucs à vous dire, à faire ensemble. Bon, très bien. J'organise une bouffe, très bien. On a fait un repas et ce gars, en fait, a un profil intéressant. En fait, il avait été, bon, il était rentré dans une PME, qui faisait une vingtaine de millions d'euros en tant que DG, et très vite, ils avaient fait de la croissance. En 6 ans, ils étaient passés de 20 millions à 240 millions d'euros dans l'univers du textile de la maison, ce qui va expliquer un peu pourquoi on est arrivé sur ce sujet-là, et avec entrée d'investisseurs, entrée en bourse, enfin bon, un super parcours, super malin. Et puis à un moment donné, il se dit bon, il n'y a plus rien de très original à faire, et il avait le sentiment que l'e-commerce allait se développer. Et donc il a décidé de créer une société dans le domaine de l'e-commerce. Les places de marché n'existaient pas, c'était avant. Cdiscount existait, Amazon existait, mais c'était des sites. Et à un moment donné, voilà, il a essayé de se lancer là-dessus. Il a appelé le patron de Cdiscount. Il lui a expliqué, il lui a dit, à un moment donné, vous allez être obligé d'ouvrir votre site à des vendeurs tiers parce que vous n'allez pas pouvoir financer votre développement, votre stock, vos entrepôts avec une course à l'échalote infinie avec Amazon. Et le gars mort de rire, il dit oui, c'est exactement ce qu'on est en train de préparer. Et voilà. Et donc du coup, lui, il a eu cette vision-là. Après, il a utilisé des outils, des ERP, des outils qui sont là pour gérer une entreprise, mais il y a des outils qui sont super bien, mais qui sont pas du tout adaptés à l'e-commerce. C'est-à-dire que les besoins d'une entreprise qui fait du négoce de produits ou qui fait de l'industrie, un industriel, il a d'autres besoins en termes d'outils informatiques, et les outils informatiques dont il en avait besoin pour faire de l'e-commerce, pour accepter des commandes en temps réel, pour expédier une tétine à 3,20 € à Metz, à l'autre bout de la France, hyper rapidement au niveau sur la préparation de la commande, sur plein de choses. Il y avait des besoins hyper spécifiques. Et donc, du coup, il a dans le cadre d'une première société, il a essayé d'utiliser des outils du marché. Et au bout d'un moment, même s'il arrivait à expédier avec une équipe de 5 personnes jusqu'à 1500 produits par jour, il se faisait encore beaucoup de traitements avec des Excel infinis, des choses à la main, et ça l'a un peu gavé. Et il s'est dit, mais il y a vraiment un outil, il faudrait créer un outil qui permette de donner vraiment un coup de main à l'e-commerçant pour qu'il soit hyper efficace dans sa logistique e-commerce, et que du coup, en fait, ce travail fastidieux qui arrive tous les jours de préparer des commandes, de rapprovisionner des stocks, d'aller chercher des produits dans l'entrepôt, de coller des étiquettes, de récupérer des tracking colis, des transporteurs pour les communiquer aux clients, enfin bon, tout un tas de choses qui mangent le temps de l'e-commerçant. Il faudrait arriver à l'automatiser en termes de traitement informatique pour que l'e-commerçant il puisse se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur, qui sont la réflexion sur son positionnement produit, le fait d'essayer de sélectionner de nouveaux produits, de nouvelles marques, enrichir son catalogue, enfin bon, faire tout un tas d'autres choses, faire travailler sa relation client, communiquer sur les réseaux sociaux, enfin faire tout un tas d'autres choses dont il a besoin, mais en essayant de limiter ce qui reste le quotidien d'un e-commerçant, qui à un moment donné, les gens passent commande et ils attendent que le produit soit expédié très très rapidement et qu'ils arrivent dans leur boîte aux lettres ou chez eux ou dans le point relais le plus vite possible. Donc ça, on peut pas, ça fait partie du quotidien, c'est l'impondérable, il faut y arriver. Mais si on peut arriver à gagner du temps parce qu'on automatise et on fait des choses intelligentes pour justement dégager du temps de cerveau
chez les e-commerçants pour qu'ils puissent avoir le temps de se dire, tiens, on parle de nature et découverte, est-ce que ça vaudrait le coup pour moi de me déployer dessus, comment ça marche, comment je peux les contacter, comment je peux tester le fait de mettre mes produits sur cette marketplace-là pour voir les ventes qui sont. Enfin bon, voilà, et essayer de dégager du temps là. Donc c'est cette rencontre avec ce gars qui avait une vision par rapport à ça. Moi, un sujet qui m'intéressait et on partageait pas mal de points communs sur la vision des outils, et on a décidé de monter quelque chose ensemble. Alors, à l'origine, on se connaissait pas, hein. On avait juste en fait, mon meilleur ami avait travaillé avec sa femme dans un cabinet d'expertise comptable, donc un truc improbable. Et voilà, c'est cette mise en relation, puis on s'est trouvé des points communs. C'est comme ça qu'on a créé les deux sociétés avec d'autres associés. Ok, les deux sociétés, il y en a une il y avait l'idée de Stimuléo peut-être avant ou pas forcément. Alors, en fait, au début, on voulait créer une seule société. On s'est dit, on va créer Stimuléo, et dans cette société, on s'est dit dès le début, ok, on va créer un logiciel qui va être innovant pour les e-commerçants, mais on s'est dit à un moment donné, si on veut pas faire un outil qui va être un outil d'informaticien, c'est-à-dire au bout d'un moment se couper du marché, plus voir les évolutions du marché, et donc faire un outil d'informaticien, il faut qu'on garde un pied dans l'e-commerce, dans le côté pratique, parce que là, le problème, vous le rencontrez au quotidien, s'il y a des choses qui évoluent, qui changent, du coup, vous détectez mieux ce qu'il y a le besoin chez l'e-commerçant, parce que comme tout bouge, même si vous avez une vision qui est correcte à un moment donné, si 3 ans après, vous êtes plus dans le quotidien, peut-être que vous n'avez pas vu les mutations, les changements. Donc, on s'était dit, on va avoir 2 volets dans la même société. Et puis à un moment donné, on s'est dit, c'est compliqué de leur expliquer que qu'ils vont utiliser un outil SaaS, donc ou en fait un outil Internet, où on a accès à toutes leurs données, on va dire en termes informatiques, et que dans la même société, potentiellement, on peut être leur concurrent. Le gars qui vend n'importe quoi, des coussins, par exemple des coussins, arriver à lui expliquer, signe avec nous, utilise Stimuléo pour gérer toute ton activité, et il y a toutes les informations liées à ton activité. Et d'un autre côté, on est aussi ton concurrent potentiellement. Alors, on parle d'un cas un peu particulier, mais on s'est dit c'est pas très lisible. Donc, il vaut mieux séparer les choses. Même si la plupart des gens savent qu'on a ces 2 activités, mais on a séparé en termes en 2 sociétés différentes aussi pour être beaucoup plus lisible, parce qu'on même si on avait une certaine éthique et que on n'a pas fait n'importe quoi, on pensait que c'était mieux pour les clients, pour qu'ils comprennent notre positionnement. D'où l'origine de 2 sociétés. À l'origine, on voulait en créer qu'une, et puis on a créé 2. Ouais, je comprends, mais effectivement, votre idée innovante, c'est Stimuléo, et DocAvenue, ce qui est devenu DocAvenue, c'était votre plateforme de test en fait à la base. Exactement. Voilà. Bon, après c'est une plateforme de test un peu particulière. L'année dernière, on a quand même expédié 60 000 commandes, donc mais c'est une vraie plateforme de test aussi, dans le sens, par exemple sur DocAvenue, 2 personnes. On a expédié près de 60 000 commandes l'année dernière, donc ça veut dire qu'on peut pas se permettre que ça marche pas. Enfin, je veux dire, nous le jour où ça marche pas, à 2 personnes, vous pouvez pas rattraper avec. Enfin voilà, à un moment donné, il faut que ça roule et que ce soit aux petits oignons. Parce que sinon très vite donc du coup c'est aussi ça fait 2 ans que DocAvenue utilise le logiciel et a permis justement d'avoir des retours d'utilisateurs concrets. Alors, on a plein d'autres bêta-testeurs qui ont au fur et à mesure du temps, parce que l'e-commerce c'est pas la même chose de vendre des produits textiles comme nous, par exemple de type rideaux, coussins de sol qui se cassent pas, versus on a des e-commerçants qui utilisent notre logiciel, qui vendent je sais pas, des escaliers, des chalets, des carports, mais aussi des produits. Ça peut être des produits bio cassables, des carafes à whisky, je sais pas, des couleurs de cheveux. Enfin bon, donc on a tout type de produits, mais c'est aussi hyper important d'avoir plusieurs types d'utilisateurs, parce que certains ont des besoins qui sont différents des nôtres. Nous, on a pensé à un certain nombre d'outils, plein de fonctionnalités, mais parfois, le fait d'utiliser, on va rencontrer certaines problématiques. Le gars qui fait, n'importe quoi, des escaliers, par exemple, vous n'allez pas lui dire, tu mets tous tes escaliers sur un chariot et tu les ramènes à une zone de préparation de commande. Il te dit, attends, t'es gentil, le truc, il fait 4 mètres par 2, par 1, je les prends un par un. Donc, c'est une préparation à la commande, et on peut pas faire une préparation avec un picking produit en prenant X centaines de produits. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de
Donc plein de cas particuliers, mais c'était, enfin voilà, c'est bien pour nous d'être aussi vraiment utilisateurs au quotidien. Voilà, on est e-commerçant en temps réel et on est les premiers à utiliser notre outil et donc du coup, si jamais il y a un truc qui fonctionne moins bien ou qui est pas assez ergonomique ou assez pratique, ben on est les premiers à s'en rendre compte. D'accord. Et par rapport à justement cette plateforme de test, j'ai envie de dire, même si c'est devenu plus que ça peut-être aujourd'hui, mais quand vous êtes devenu marketplace chez Doc Avenue, parce qu'on est d'accord, au début c'était pas le cas. Alors, enfin, on n'est pas marketplace, on est vendeur sur les places de marché. C'est-à-dire on n'a pas notre propre marketplace où on vend plein de produits de gens qui viendraient vendre sur notre marketplace. On est vendeur marketplace comme plein d'autres. C'est-à-dire qu'on va vendre sur du La Redoute, sur du Cdiscount, sur du Mano Mano, sur du Amazon, sur je sais pas qui. Mais les clients que vous avez depuis que vous avez étendu votre offre, il reste dans le même domaine que votre domaine de base, ou justement au contraire vous avez étendu à des produits très différents de ceux que vous vendiez au début, justement pour vous mettre dans des situations où vous allez rencontrer les vraies problématiques des gens qui vendent des escaliers comme tu me disais tout à l'heure, ou des produits ou de la teinture pour cheveux ou des trucs comme ça. Alors sur Stimulo, l'idée c'est qu'on adresse n'importe quel type d'e-commerçant. Que le gars vende des produits pour piscine ou de la teinture pour cheveux ou des lunettes de WC, quelque part on s'en fout. Voilà, c'est un outil générique qui est fait pour gérer une activité d'e-commerce, quelle que soit l'activité. Plutôt des produits, on va dire, plutôt que par rapport à des services virtuels. Nous, l'idée c'est de gérer quelque part une logistique derrière. Donc si le produit est virtuel, voilà, ça n'est pas trop adapté. Mais à partir du moment où il y a un produit physique, ça peut être tout et n'importe quoi. Attends, justement, par rapport à ça, je t'interromps. Quand on parle d'e-commerce, on parle obligatoirement de produits physiques, ou déjà là on peut imaginer des produits numériques qui n'ont pas besoin d'être expédiés. Alors dans l'e-commerce, tu parles des produits de l'e-commerce de produits virtuels. Tu vas sur Wigo de la SNCF, t'achètes un billet, etc. Tu le cherches sur ton smartphone. Ben voilà, t'as bien fait un achat e-commerce. T'as payé en ligne. C'est une réalité. Par contre, le produit physique, bah, si ça se trouve, tu n'as même pas imprimé le ticket, tu l'as sur ton smartphone. Donc oui, ça c'est tu parles de l'e-commerce de produits virtuels. Je dis n'importe quoi. Moi, la dernière fois, par exemple, j'ai acheté une licence j'ai changé de PC, j'ai acheté une licence d'un pack office. Bah, je l'ai acheté en ligne sur une marketplace à un prix dérisoire. J'ai chargé un code, je suis allé m'inscrire sur Microsoft, j'ai chargé la chose, j'ai pas acheté un pack avec une boîte, avec des CD ou des DVD et de la doc. Donc oui, il y a de l'e-commerce de produits virtuels et il y a beaucoup de choses qu'on achète de façon complètement dématérialisée. Ok, ça permet juste de préciser cette définition d'e-commerce. Effectivement, quand on a commencé d'en parler tout à l'heure, là, on est tout de suite parti sur les produits physiques. Mais du coup, moi, à ce moment-là, je me demandais encore si l'e-commerce, c'était un terme spécifique aux produits physiques. Et tu viens de me dire non. C'est ce qu'on peut acheter en ligne. Quoi, ça? C'est ce qu'on peut acheter en ligne. Alors après, que tu achètes même dans l'absolu une assurance, une place de concert que tu vas avoir dématérialisé ou un produit physique, quel qu'il soit, t'achètes un séjour de vacances, enfin, tout ce qui est voilà, tout ce qui peut se vendre à distance. Après, il y a encore des produits où l'e-commerce n'est pas forcément adapté. Au jour d'aujourd'hui, bon Dieu, sauf quelques cas particuliers en B2B, mais du carburant, bah tu vas encore à une station-service, t'as pas le choix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'attends quelque chose de physique, tu te fais pas encore livrer forcément du carburant, encore que ça peut venir, mais voilà, il y a tout complètement. Avec les voitures électriques, quand tu recharges chez toi. Exactement. Donc non, il y a beaucoup de choses et on achète des choses avant qu'on n'imaginait même pas acheter ou se faire livrer, enfin voilà, en mode de livraison. Moi, j'étais assez épaté là-dessus. Une fois, pourtant, je suis quand même un peu dans le domaine. Et il y a un an et demi, je change de frigo à la maison.
Donc j'achète sur une place de marché et je me dis ouais, pour une fois je vais me le faire livrer chez moi parce que comme c'est chez moi et en plus le gars il repart avec mon ancien frigo, c'est parfait, ça m'évite de le gérer. Alors d'habitude je vais en point relais, grand format, récupérer mon frigo. Bon là j'achète le frigo et le gars arrive, pof, tout se passe bien, il repart avec mon frigo puis on discute. Je dis vous venez souvent dans le coin, moi j'habite à périphérie de Clermont, un petit village et tout. Un gars mort de rire, il dit parce que c'était un gars de Cdiscount, enfin un sous-traitant de Cdiscount. Il dit mais vous savez, monsieur, je suis dans un rayon de 10 kilomètres autour de Cournon tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que je vais jamais plus loin que 10 kilomètres autour de Cournon. Donc c'est juste pour dire que le gars en fait, enfin voilà, pour donner une image des volumes de commandes qui existent, c'est que le gars dans un rayon de 10 kilomètres de Cournon, toute la journée, il tournait pour dispatcher tous les produits, tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc, alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que parfois on dit ouais, mais l'e-commerce, l'impact par rapport à l'environnement, etc. D'un autre côté, quand on va dans un magasin, on prend sa voiture, des fois on fait 15 bornes pour aller, voilà, se rapprocher d'un centre commercial, etc. Si on multiplie tous les allers-retours et l'impact que ça a en termes de gaz à effet de serre et même de pollution, parfois, est-ce que une camionnette, s'il est dans un rayon de 10 kilomètres et qu'il livre 100 commandes tous les jours, donc 500 commandes dans la semaine, est-ce que l'impact de ces 500 commandes, il n'est pas plus fort si chacun se déplace pour aller dans des magasins physiques? Donc voilà, ça repositionne des débats, et en sachant que demain, il va y avoir des véhicules propres, de plus en plus, on va avoir des sortes de hubs de proximité avec des derniers kilomètres propres. Enfin, je pense qu'on va vers plein de choses, mais voilà, l'e-commerce, c'est pas non plus qui est hyper négatif sur ces aspects environnementaux. On a souvent une vision qui peut être des fois tronquée. Et si on faisait la somme de nos comportements individuels avec des véhicules, des fois on se dit pour 500 commandes, s'il y a 500 personnes qui ont pris une voiture et qui ont fait 15 bornes et 30 bornes aller-retour, quand on regarde l'impact que ça a versus un gars avec une camionnette, et si elle peut être propre, c'est encore bien mieux, des fois on peut se poser des questions, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est étonnant, t'es en avance là sur le déroulé de cette discussion parce que j'ai une question après là que t'as un peu déjà répondu, mais je te la reposerai quand même, c'est pas très grave. Juste pour préciser, parce que Cournon, je pense que principes fondamentaux, il y a et il y aura de plus en plus des auditeurs qui sont pas très très locaux et du coup 10 kilomètres autour de Cournon, ça représente combien d'habitants? 30 000, 40 000? Ouais, on va dire que ça doit être ça. Ça doit être à peu près, je pense, 40 000 habitants à peu près. Donc voilà, c'est dire que pour une seule marketplace, on parle pas d'un gars qui serait multi. Lui, il est que Cdiscount. En fait, dans un rayon, dans un bassin de 40 000 habitants, ça l'occupe tous les jours de la semaine, toute l'année. Donc c'est là où ça donne et ça permet aussi de réfléchir à d'autres formes de logistique aussi, d'impact environnemental, parce que du coup si on arrive à structurer des choses par rapport à ça, on va avoir des nouvelles formes de livraison, on va avoir de plus en plus des consignes connectées ou des boîtes à lettres connectées qui font que le livreur arrive chez vous, vous lui aurez transmis par SMS un code et il va rentrer votre produit dans la boîte à lettres connectée, votre boîte à lettres va vous informer que le produit est bien là. On va connaître de plus en plus de choses assez intéressantes, mais voilà, c'est pas forcément antinomique ce développement avec aussi des aspects environnementaux si on est malin dans l'avenir dans la structuration de ces aspects-là. Ça ne veut pas dire que le commerce de proximité n'a pas d'intérêt. Au contraire, on a tous, et encore plus là, dans ces périodes de Covid, on se rend bien compte qu'on a besoin on a des aides sociaux et on a besoin de contact humain, de dialoguer avec des gens, etc. Mais voilà, après, il y a des arbitrages en fonction de contraintes familiales, de moments, de typologie de produits, et on va tous faire un équilibre entre des choses qu'on peut acheter à distance et des choses où on est hyper content d'aller chez son boucher, de se faire conseiller le bon truc ou d'avoir le bon Saint-Nectaire qui va bien chez son fromager. Enfin, et c'est que des équilibres à trouver et des arbitrages individuels, quoi. Donc c'est intéressant. Non, mais c'est clair que mon frigo, mon prochain frigo, enfin moi pareil, le dernier je l'ai fait livrer, j'ai fait embarquer l'ancien, ça m'a bien arrangé parce que les escaliers étaient compliqués et tout, mais mon frigo, j'ai pas forcément envie d'aller l'acheter chez le commerçant du coin, quoi, ça a pas de sens. Mais effectivement pour des produits qui viennent de la terre par exemple ou des choses comme ça, là bon, c'est pas
C'est pas pareil. Ouais, non, c'est clair. Et puis c'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vraie logique de dire on veut une nourriture de plus en plus saine, par exemple, et de traçabilité de produits ou de favoriser du made in France, y compris acheter en format électronique, hein, mais d'acheter des produits fabriqués en France parce qu'on sait, voilà. Et puis après, d'un autre côté, on a tous aussi un budget, des moyens plus ou moins importants, etc. Et donc, par rapport à ça, essayer de trouver aussi un bon prix pour d'autres choses. Enfin bon, c'est tout un tas d'arbitrages individuels. Il n'y a pas de recette magique. Hein. Chacun doit, enfin, fait ses choix, etc. Mais, euh, mais voilà, je sais pas. Moi, j'ai une copine qui a un site, ça s'appelle Le Petit Carré Français. Elle vend des carrés démaquillants bio, des cosmétiques bio, etc. Voilà, et c'est du made in France, en local. Des produits qu'elle essaye d'être les plus simples possibles. Ça n'empêche pas de le vendre en commerce électronique. À la fois, elle fait des produits qui sont vendus chez L'Oréal, enfin chez l'Occitane ou différents circuits de distribution, mais aussi la plupart de ces ventes se font en vente en ligne. Et elle travaille à la fois avec des ESAT, des prisons, des personnes en local pour essayer de faire un maximum d'emplois locaux. Donc voilà. Les deux sont pas antinomiques. Bon, bon, super, super. Bon, j'ai pas mal de questions. Alors, je réfléchis juste à laquelle je te pose juste après. Allez, celles qui me sont venues. Après, je reviendrai aux questions que je pose un peu à tout le monde. Doc Avenue, là, actuellement, est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que dans le domaine du linge de maison, c'est un peu, vous êtes un peu Amazon quand ils vendaient encore que des livres et qui commençaient juste à proposer autre chose sans être une place de marché. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez ce corps ce corps de métier, mais là, vous ouvrez un petit peu à d'autres e-commerçants, en fait, pour leur faciliter la tâche, en fait. Ouais, alors en fait sur Doc Avenue, il y a deux métiers. Il y a notre métier historique qui est d'être e-commerçant avec un cœur de spécialité qui est de vendre sur les places de marché. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas notre site e-commerce parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, je pense que ça va arriver bientôt, mais on vend tout sur les places de marché. Donc ça, c'est notre métier premier. Et on a développé depuis le Covid un autre métier à partir de notre savoir-faire, à la fois du logiciel Stimuléo, mais aussi de notre savoir-faire et de notre expertise au niveau de la logistique e-commerce, ce qu'on appelle un métier de logisticien e-commerce, qu'on appelle 3PL, en fait pour donner la possibilité à des vendeurs marketplace, à des e-commerçants ou des marques qui nous confient en fait leur logistique e-commerce. C'est-à-dire quoi? À la fois leur stockage, leur préparation de commandes, leur expédition au client final ou l'expédition à d'autres entrepôts. Par exemple, on a des vendeurs marketplace qui nous font approvisionner des marchandises, par exemple d'Asie ou d'ailleurs, qui arrivent chez nous, on reconnaît la marchandise, on en redispatche une partie qui part dans des entrepôts Amazon pour être vendue, ce qu'on appelle un FBA, donc vendu sur Amazon par nos clients. De l'autre côté, on stocke une partie des marchandises et par la suite, on peut réapprovisionner par exemple les entrepôts Amazon ou on prépare des commandes et on expédie parce que le client, il a un site e-commerce, il vend des produits en ligne et en complément de ce qu'il fait sur Amazon, il veut pouvoir en fait voilà expédier des commandes et peut-être qu'il a un autre métier où il a un commerce à faire tourner et qu'il veut pas se phagocyter du temps sur ce travail quotidien de préparation de commandes, d'expédition, de relations clients. Et donc là, on le fait pour leur compte. Donc ça, c'est un nouveau métier qu'on a développé à partir de suite au Covid. Et ces clients-là, Ouais. ils vendent de tout ou ils sont dans la même niche, j'ai envie de dire que Doc Avenue à la base. Alors si tu voyais les produits, j'ai l'impression que c'est la caverne d'Alibaba. Hein. Je sais pas. Alors, dans les derniers qu'on a approvisionnés là, des carafes à whisky, des lunettes de WC, des bâtons de sourcier, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là on a un égo sur les trucs de petits pots pour bébé. Qu'est-ce qu'on a rentré dernièrement? Des coussins ergonomiques, des baignoires pour bébé, des lampes, enfin, voilà, c'est tout type de produits. Alors nous, parce qu'on a une plateforme logistique,
qui est assez grande, mais qui reste pas non plus monstrueuse. Et nous, notre cœur de spécialité, c'est quand même des petits colis. Ça veut dire des colis de moins de 30 kilos. D'accord. Quand on expédie un client final. Donc, ça veut dire que si le gars il nous contacte, on m'a déjà posé la question pour des meubles ou des canapés, c'est pas notre métier parce qu'on n'a pas la logistique adaptée et voilà, c'est pas notre cœur de métier. Nous, on sait bien faire ce qui passe par ce qu'on appelle les circuits de messagerie et donc c'est en gros des cartons maximum 30 kilos et en gros qui font allez 40 par 50 par 1 mètre maximum. Voilà, c'est ce type de colis. Alors ça laisse, on peut mettre des choses déjà dedans, mais voilà, nous on sait bien faire ça. Et après, par contre, l'expédition, la livraison, on a en fait plusieurs prestataires, hein, notamment des filiales de la Poste, hein, les Colissimo, les DPD, lettres suivies, relais colis, etc., qui viennent tous les jours en fait chercher, collecter les colis qu'on a préparés pour après les mettre dans leur circuit et les amener au client final. Nous, on n'est pas transporteur. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être e-commerçant. On prépare des commandes, on fait tout. Et après, ça part par les différents circuits classiques de livraison de colis en France ou à l'international. D'accord. Donc, en gros, tu vas me dire si c'est un bon résumé ce que je vais dire. Si on veut, typiquement, si on veut se faciliter la vie en tant qu'e-commerçant, qu'on ait typiquement un petit client, un petit commerçant, on peut passer par Doc Avenue et du coup, grâce à Stimuléo, le processus va être beaucoup plus simple pour nous. Et si par contre on est un gros client là, un gros e-commerçant, je devrais dire, là on peut utiliser Stimuléo mais en direct en quelque sorte et avec ses propres entrepôts et ses propres salariés en fait. Alors, c'est un peu voilà, ça. C'est deux logiques qui peuvent être complètement à part. C'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui soit déjà e-commerçant ou qui veut le devenir et qui veut structurer son activité et qui veut être efficace et donc qui a besoin d'un logiciel qui lui permet à la fois de centraliser ses commandes qui viennent de ses sites internet, des marketplaces, d'accepter les commandes, de gérer les stocks, de gérer l'entrepôt, de gérer la connexion avec les logiciels transporteurs. Enfin bon, toute cette mécanique-là qui est l'ossature d'un métier d'e-commerçant. Donc lui, il a besoin d'un outil qui marche bien. Donc là, il peut devenir client de Stimuléo. Versus, il y a quelqu'un qui peut avoir besoin d'un prestataire qui dit, mais moi, je veux pas me charger de ça. Je veux quelqu'un qui réceptionne mes marchandises, les stocks, les réexpédie, prépare des commandes. Et moi, je vais me concentrer sur les ventes, sur d'autres choses. Et donc là, c'est un client Doc Avenue. Et puis, de plus en plus, on est en train de marier les deux aussi. C'est-à-dire que deux outils Stimuléo on est en train de développer la communication entre deux outils Stimuléo. C'est-à-dire qu'on peut avoir un e-commerçant qui a un outil Stimuléo et qui décide en fait pour certaines commandes, en fait, nous en confier une certaine partie sur la partie Doc Avenue. Donc, il utilise Stimuléo pour gérer son activité, faire plein de choses, voire expédier une partie des commandes. Et puis après, il peut automatiquement en fait nous transférer un certain profil de commande ou type de commande et qui soit à ce moment-là expédié par Doc Avenue. Mais il n'y a pas une obligation, c'est-à-dire que tous les clients Doc Avenue ne vont pas devenir des clients Stimuléo. Il y a des clients qui viennent nous chercher en tant que prestataire de services e-commerce. Ils ont besoin d'un logisticien e-commerce qui fasse bien son taf. Ils s'en foutent à la limite du logiciel qu'ils utilisent. Ils veulent juste un bon prestataire de service qui soit efficace, réactif et qui ait des bons prix. Voilà, ils viennent chercher Doc Avenue. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent chercher autre chose et avec une offre, avec du logiciel, c'est autre chose. Et il y a des gens qui sont vraiment clients que d'un côté ou que de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont clients, sociétés qui sont clients de Stimuléo, et puis qu'on prépare leur commande, ils s'en fichent complet, ils veulent la garder en interne, ou ils travaillent avec Amazon en FBA, ils font d'autres choses, ça pose pas de problème. Il y a des gens qui sont clients chez nous que pour Doc Avenue sur de la logistique, etc. Et notre logiciel les intéresse pas parce qu'ils font que des ventes, ils sont que sur Amazon par exemple, et donc du coup ils font soit ce qu'on appelle du FBA, donc expédié par Amazon, soit du FBM avec nous, donc c'est nous qui expédions pour leur compte, où on gère des stocks tampons, enfin bon, différentes choses, mais voilà, ça peut être vraiment très très séparé. Il y a pas d'obligation du tout. C'est deux approches différentes. Après, d'un autre côté,
les gars qui des fois commencent à travailler avec nous sur de la prestation de service, voient que ça roule bien, que ça tourne bien, et à un moment donné, quand on peut les accompagner dans leur développement en leur disant, ben voilà, grâce à Stimulo et un gestionnaire de flux, au jour d'aujourd'hui, vous travaillez que sur votre site et sur Amazon, on peut vous accompagner pour aller vendre vos produits sur Nature et Découverte, sur n'importe quel autre marketplace, etc. Ben là, ils peuvent être intéressés. Donc, mais voilà, c'est une mécanique qui n'est pas obligatoire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, pour revenir à la question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, tant pis, je la repose. C'est quoi les clichés liés au domaine du e-commerce? Donc tout à l'heure, tu m'as dit, bah oui, les gens ont tendance à penser que le e-commerce, en gros, c'est plus polluant, quoi. C'est plus polluant que d'aller chercher soi-même ses produits et tout. Donc ça, c'est un premier cliché, donc qui, en fonction des situations, qui peut être vrai ou qui peut être faux. Toi, ce que tu as tendance à dire, c'est que c'est pas complètement vrai, et a priori, si on fait bien les choses dans les années à venir, les décennies à venir, ça le sera de moins en moins. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu veux creuser là-dessus, ou est-ce qu'il y a autre chose, un autre cliché? Il y a un autre cliché, c'est que en étant un peu caricatural, c'est dans la tête des gens, souvent e-commerce égale ça marche à fond, égale Jeff Bezos, le patron d'Amazon, égale milliardaire. Là, je schématise, alors je suis peut-être un peu caricatural, mais 90% des boîtes e-commerce sont des micro-boîtes. Donc, ce que je veux dire, c'est que sont des sociétés avec 1, 2, 3 personnes, 4 personnes, donc des toutes petites sociétés. Et donc, du coup, voilà, l'e-commerce n'est pas égal à des très grosses multinationales, n'est pas égal à Amazon, quoi. La plupart des sociétés e-commerce sont des sociétés avec très peu de salariés, donc du coup qui ont une équation à gérer, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont une complexité parce qu'il faut traiter beaucoup de commandes pour arriver à générer la marge qui va bien, parce que l'univers de l'e-commerce est souvent très compétitif, c'est-à-dire que voilà, les marges sont pas forcément hyper importantes, il faut faire du volume, il faut être malin, et surtout il faut être tout ça avec peu de personnes. Et donc c'est là où voilà, nous on amène une valeur ajoutée avec notre logiciel, c'est que c'est adapté notamment à des structures qui ont besoin de gagner de l'efficacité, parce que voilà, c'est pas une structure qui aurait 30 personnes tranquillement et puis qui pourrait dire j'ai le département marketing, le département achat, le département logistique, etc. Alors je dis pas que ça existe pas, mais la plupart des sociétés quand même, si on la grande masse, ça reste des toutes petites sociétés qui se développent, mais du coup dans ce développement, avec ils ont plein de choses qui peuvent être intéressantes pour eux, mais à chaque fois ils doivent réfléchir avec leur équation économique et leur équation temps. C'est-à-dire si vous êtes trois à un moment donné, voilà, vous utilisez plein d'outils, il faut à la fois communiquer sur les réseaux sociaux, créer de nouvelles fiches produits, voir des fournisseurs, approvisionner les stocks, gérer les relations avec la place de marché, préparer les colis, un e-commerçant, c'est un homme orchestre, il a 18 tâches à faire en même temps. Et donc le challenge, c'est d'adresser ces structures-là, notamment quand elles sont dans une phase assez petite et en phase de développement, pour les accompagner dans leur structuration grâce à Stimulo et pour leur permettre justement de dégager du temps pour aller saisir les nouvelles opportunités de développement commercial, d'extension de l'offre produit, de création d'un nouveau site e-commerce ou de vendre leurs produits sur une nouvelle marketplace. Mais pour ça, il faut avoir réussi à dégager du temps. Et dégager du temps, c'est dégager du temps sur le quotidien de les commerçants qui revient tous les jours. C'est tous les matins, on clique, poum, on redescend les commandes. Ah, il y a 150 commandes. Ces 150 commandes, comment je vérifie les adresses pour que le colis soit bien préparé? Comment je vais chercher les produits? Comment je les mets en sachet ou dans des cartons? J'étiquette mon produit. Comment je renseigne dans la marketplace que le produit a bien été expédié avec le tracking colis? Enfin, comment je réponds aux gens qui me posent une question en disant j'ai commandé il y a 4 jours, j'ai toujours pas reçu mes rideaux. Enfin bon, il y a tout un tas de voilà, l'e-commerçant, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de structures sont vraiment des petites sociétés. Et c'est là, voilà, souvent dans l'imaginaire de Monsieur Tout le Monde, c'est voilà, on voit ce qu'on entend à la radio, on prend toujours. C'est comme si dans les TPE PME, on parle des sociétés du CAC 40. C'est une réalité. Il y a des sociétés du CAC 40
qui existent, hein, y a pas de problème, des multinationales, mais c'est très loin de ce que vit un commerçant lambda dans sa ville de province, par exemple. Et il est chez d'entreprise, comme le patron d'une boîte de CAC 40, c'est un autre monde, c'est un autre métier, c'est d'autres contraintes. Ben voilà, dans l'e-commerce, c'est un peu la même chose. Jeff Bezos, c'est Jeff Bezos, très bien. Mais le gros de la troupe, ben, c'est des gars qui essayent d'être malins, qui parfois ont un commerce physique ou pas de commerce physique, qui se lancent, qui créent une activité et qui ben voilà, se débattent pour se structurer leur développement. Après, tout le monde n'a pas 2, 3 personnes. Hein. Des fois, il y en a qui ont 5 salariés, 10 salariés, 20 salariés, 30 salariés. Mais quand même, le gros de la troupe reste des petites structures. Et donc ça, voilà, c'est un cliché. Je pense que le grand public, il pense pas forcément à ça. Quoi. Ouais. Ouais, peut-être que justement dans le cadre du service client notamment, c'est peut-être les gens ont peut-être du mal à prendre du recul par rapport à ça. Ils disent bah c'est une entreprise, ils m'ont pas livré mon truc ou il y a un problème et on me répond pas super rapidement. C'est peut-être un peu voilà. Alors, Dans ce que tu dis, on peut peut-être essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce genre de choses. Alors, tu as ça, et d'un autre côté, tu as Amazon qui a créé une norme. Et la norme est très simple. Hein. Amazon, tu te plains, tu te fais rembourser automatiquement, ils réfléchissent pas. Tout le monde a pris l'habitude du raccourcissement des temps de livraison. C'est-à-dire que tu commandes, tu as un Prime, ben normalement tu es livré en J+1, donc le lendemain. C'est normal de pas payer les frais de port, par exemple. Si tu as un abonnement Prime, tu vas pas avoir des frais de port ou des frais de port réduits. Sauf que l'e-commerçant, qui est le petit gars là avec ses 3 personnes, quand lui il donne un colis à Colissimo, s'il fait 1 kilo, ça va lui coûter n'importe quoi 6 € et quelques. S'il y a un retour colis, bah, il paye aussi Monsieur Colissimo ou DPD. Mais d'un autre côté, c'est là où tout l'intérêt aussi de l'e-commerce, c'est que Amazon a créé des habitudes chez les gens, des normes, d'efficacité, hein, et du coup, après, le client, lui, il s'en fout de savoir que vous soyez 3 ou 30 000. Lui, il commande sa commande et il veut avoir un produit de qualité dans un colis bien emballé, normé, sécurisé, que si jamais il y a un problème ou que la taille va pas, il puisse le retourner, être remboursé. Enfin, il veut un certain nombre de choses et les places de marché, elles ont complètement normé ça. Donc, c'est tout le challenge de l'e-commerçant qui va sur les places de marché, c'est qu'il doit peu importe sa taille de structure, s'il a commencé le business il y a 2 mois ou 20 ans, il faut qu'il soit bon, efficace et qu'il ait un niveau de qualité quelque part aussi bien qu'une très grosse structure. Donc, il n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que il y a des normes qui sont imposées chez les gens et d'un autre côté, cette norme, c'est une course à l'échalote qui est infernale. C'est-à-dire que Prime Now, par exemple, d'Amazon, ça veut dire être livré en 1 heure dans les grandes villes françaises, c'est-à-dire Paris, Lyon, Nice, Marseille, etc., en 1 heure, à partir du moment où la commande est passée entre 8 heures du matin et minuit. Ça veut dire qu'il livre jusqu'à 1 heure du matin? Alors non, il livre jusqu'à minuit, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu passes la commande. Si tu passes la commande à 10h30, tu peux être livré à 11h30. Donc, alors tu te dis, ça fait marrer, etc. Amazon, ils sont structurés, ils ont passé des deals avec Monoprix, avec plein d'autres par rapport à du livraison de produits alimentaires de proximité. Mais on va vers cette course à l'échalote et le petit commerçant, il est dans ce parce que le client quelque part lui bah voilà il veut être livré le week-end ou il veut pouvoir voilà décider de la plage horaire auquel il va être livré. Enfin, les attentes elles évoluent et là voilà, donc ça veut dire que même si tu es une petite boîte, même si tu es e-commerçant, etc., depuis pas longtemps, bah tu te retrouves à devoir respecter un certain nombre de standards qui ont été créés par Amazon, hein, notamment, et on attend ça de toi. Donc voilà. Donc là, c'est là où tu as intérêt de pas rester en mode bricolage, je découvre, j'apprends, etc. Parce que là, si tu structures pas bien les choses, tu peux pas respecter ces genre de choses-là, et très vite, du coup, tu bois le bouillon. Voilà, ça peut être avoir des vraies répercussions. Donc ouais,
Mais bon, c'est ce qui est passionnant aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a un marché, il y a des habitudes d'achat, les comportements d'achat ont très clairement beaucoup évolué depuis un an. Hein. Ce qui se dit dans l'e-commerce, c'est qu'on a gagné 4 ans de croissance avec la dernière année liée au Covid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément sur l'e-commerce, il y avait encore des peurs sur les paiements sécurisés, sur plein de choses quoi. Et ben contraints et forcés, ils ont essayé. Et comme ils ont été contents, ben, ils ont tendance à revenir dessus. Et donc, du coup, on a une vraie accélération du développement du e-commerce, mais ça a une répercussion aussi sur les magasins. C'est que les gens, ils attendent, ben voilà, vous êtes un jeune couple de parents, ben vous attendriez que, je sais pas, de pouvoir passer une commande à votre primeur, qui vous la prépare et que vous puissiez aller la chercher sans attendre 20 minutes de queue, etc. Enfin, donc, les attentes des gens, elles évoluent. Et elles évoluent pas que par rapport à l'e-commerce, mais aussi par rapport au service rendu par son commerçant de proximité. Donc c'est là où tout le monde doit évoluer aussi pour se dire, ben, je suis commerçant de proximité, quelle est ma valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui dématérialiserait mon business. Et il peut en avoir, hein. Ça peut être d'être humain, d'avoir un contact client sympa, d'amener des nouveaux services, de proposer la livraison, d'être ouvert plus tard, de donner la possibilité de commander sur une appli en ligne que la commande soit préparée et de venir la récupérer en click and collect. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses en termes de services, mais c'est là où l'e-commerce et le digital au sens large impactent pas que ceux qui sont dedans, mais aussi ceux qui se pensent à l'extérieur, parce que du coup, il y en a qui se retrouvent, enfin entre guillemets, ils se rendent pas compte que leurs clients, ils attendent autre chose, où leurs attentes deviennent de plus en plus exigeantes, et du coup, s'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces évolutions des attentes de leurs clients, eh ben, ils vont se mettre en difficulté. Donc, enfin, ça fait bouger tout le monde entre guillemets. Alors, mais c'est là où, mais ça veut pas dire que tout doit être digital. On peut, par exemple, être complètement peut-être peu digital, mais bien réfléchir à sa valeur ajoutée, aux services qu'on propose, au côté humain, et toucher et voilà, impacter, se différencier des autres par rapport à ce service-là. Ça veut pas dire que le digital fait tout et que tout le monde doit passer au digital sur tout et n'importe quoi, mais en tout cas, ça réinterroge la valeur ajoutée du commerçant et il doit s'interroger et donc du coup et aussi en lien avec ces évolutions des attentes parce que voilà j'ai n'importe quoi on prend un exemple trivial sur quelque chose qui n'est pas du commerce mais il y a encore il y a encore 2-3 ans quand vous vouliez prendre un rendez-vous chez votre médecin la plupart des gens appelaient leur médecin et puis soit le médecin avait une secrétaire soit il avait un centre d'appel qui prenait ses rendez-vous. Voilà, ça, c'était une nouvelle technologie d'il y a encore peu de temps. Avec les plateformes, avec Doctolib, enfin toutes ces plateformes-là, au jour d'aujourd'hui, ou même les pages jaunes, moi, je me fais plus suer à essayer d'appeler un médecin pour prendre un rendez-vous. Hein. Je vais sur l'application, je vois les plages qu'il a de libre, je clique dessus, pouf, c'est réservé. Le lendemain à 17h, je vais pas me fader 15 minutes d'attente avec la secrétaire ou un call center. Et voilà, et les choses ont changé. Et est-ce que c'est mieux, pas mieux, je sais pas, hein, mais les choses ont changé et l'attente du consommateur qui est moi là en tant que patient, elle est autre chose. Je veux un truc simple, j'arrive, je visualise les créneaux disponibles, je prends celui qui m'intéresse, je me pointe chez mon médecin, coucou, et j'y ai passé le minimum de temps parce que je prenais pas un plaisir fou à appeler sa secrétaire ou à me taper sa boîte vocale ou à me taper un call center. Enfin voilà. Donc c'est juste pour dire que on peut se dire, on aurait dit ça il y a encore 2 ou 3 ans, dire qu'il y a des applications en ligne et que monsieur tout le monde, pas que le geek averti, allait passer par ce type de plateforme pour prendre des rendez-vous chez son médecin, ça semblait un peu loin. Mais finalement, non, et on est en train de le vivre. Et donc c'est là où il y a plein de choses qui évoluent et puis ça amène aussi de la fluidité, de la valeur ajoutée. Et après, les métiers doivent changer, évoluer. Voilà, c'est des changements intéressants. Tu parlais des commerces de proximité et tout. Ça m'a fait penser à un type de commerce qui est partout, mais je me dis qu'il pourrait souffrir. Alors, dans l'état où il est actuellement, et encore, ça a commencé à un peu évoluer, mais c'est les supermarchés. Est-ce que les supermarchés, il n'y a pas un moment où ça va devenir des drives ou encore mieux,
plus avancé, juste des plateformes desquelles vont partir des camions frigorifiques, enfin des camionnettes frigorifiques qui vont aller chez les gens directement. Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, alors déjà le principe du grand hyper qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés, il est devenu has-been et il fait plus vraiment rêver les consommateurs, contrairement à il y a 10 ou 20 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent se réinventer. Ils sont en train de se réinventer de plein de façons. Déjà en faisant de l'e-commerce et en ouvrant des places de marché, en ouvrant des drives, mais aussi l'évolution. Une des tendances, c'est par exemple de développer des corners dans les hyper. Ça veut dire que par exemple, t'es l'Intermarché de Rodez, et ben tu vas développer un corner Fnac Darty dans ton Intermarché, parce que tu te concentres sur ton cœur de métier qui est l'alimentaire, l'habillement, etc. Par contre, tu disais le blanc ou l'électronique, je suis à Rodez, enfin j'ai trop peu de produits, c'est pas mon cœur de métier. Bah du coup, tu amènes dans ton magasin en fait Fnac Darty qui aura un petit local qui sera pas énorme, mais qui va du coup renseigner les clients, prendre des commandes, faire livrer au magasin les produits qui viennent d'ailleurs, et toi te concentrer sur ton cœur de métier. Mais d'un autre côté, il faut que ton offre en tant que supermarché soit toujours attractive pour les clients. Et du coup, tu amènes un service intéressant à ton client, de dire plutôt que faire certains rayons où je commence à être moins bon, moins bien placé en prix, ou avec une offre pas suffisamment complète ou intéressante, je crée des corners dans mon hyper avec des ultra spécialistes, mais ça peut être Cultura, ça peut être Fnac Darty, ça peut être quelqu'un d'autre. Et du coup, je deviens quand même intéressant pour le commerçant, enfin pour le client, de venir dans mon hyper, parce qu'à la fois il va acheter des produits du quotidien où je suis bien placé, mais aussi il va pouvoir commander, avoir des conseils sur des produits, sur des rayons où j'étais moins spécialisé ou moins bien placé, ou avec des spécialistes. Et on se fait la courte échelle. Et le but du jeu étant toujours que les clients viennent un maximum dans le magasin, parce que voilà, il y a un lien entre le trafic dans le magasin et le chiffre d'affaires. Et par contre, si à un moment donné les gens commencent à partir pour plein de choses, ils peuvent aussi commander en ligne sur de l'alimentaire ou commander d'autres choses. Et donc du coup, en tant que hypermarché, je peux être mis en difficulté. Donc du coup, voilà, on va vivre des grosses évolutions. C'est vrai qu'à mon avis, l'hyper qui fait des dizaines de milliers de mètres carrés, c'est plus la tendance et les attentes des consommateurs. Et ils vont devoir s'adapter. Et donc, une des adaptations était le drive. Très clairement, on voit une explosion des services de drive, mais après, de plus en plus, avec des services de livraison, voilà, des services de livraison à domicile. Mais il y a une maturité technologique et une maturité des gens. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à un moment donné, il y avait un truc qui s'appelait O-Drive, qui était lancé il y a une grosse dizaine d'années en e-commerce. Je sais plus si je crois que c'était Leclerc qui avait lancé ça. Bon, ils se sont plantés, mais parce que les gens étaient pas prêts en termes de maturité à acheter en ligne via une application mobile, à se faire livrer, de payer, etc. La chaîne logistique, les services de livraison n'étaient pas encore rodés, les applications n'étaient pas rodées, enfin, et puis les gens n'étaient pas prêts. Au jour d'aujourd'hui, on se pose même plus de questions. Vous êtes dans une grande ville, c'est compliqué, vous n'avez pas de voiture, ou c'est compliqué de porter les choses. Vous commandez, vous êtes livré, vous pouvez me choisir la plage horaire, je vais être livré entre je sais pas 19h et 21h. Le gars il monte les 3 étages avec les packs d'eau, etc. Enfin bon, voilà, c'est là où il y a une maturité à la fois des consommateurs, des usages, des technologies. On a tous un smartphone dans sa poche et on peut tous commander en ligne, et plus de 50% des commandes se fait par smartphone. Donc voilà, on est vraiment dans des évolutions. On a tous des smartphones, sauf les grands patrons des entreprises de réseaux sociaux notamment. Vous savez ça? Ils essayent de voilà. Bon après, il y a beaucoup de grands enfin beaucoup. Oui, oui. Ils essayent de déconnecter. Ils sont en avance sur leur temps. Ouais, mais de notre côté, à la fois, ils sont très, très geeks, etc. Et la plupart de leurs gamins, ils les mettent dans des écoles Montessori pour qu'ils développent la créativité, qu'ils fassent pas que de l'ordinateur et des écrans toute la journée, qu'ils arrivent à développer d'autres choses. Et ils ont bien raison. Il faut trouver le juste équilibre entre tout, c'est clair. Mais ouais, c'est une réalité.
Bon, c'est juste pour la plaisanterie par rapport à ce que tu viens de dire, mais je comprends très bien cette idée d'évolution des usages et et du timing qui est important. Et clairement, comme tu l'as dit, là, l'évolution mais même pour revenir à quelque chose qui est assez proche de l'exemple que tu as donné par rapport au fait de prendre rendez-vous chez ton médecin. Quand on va encore plus loin, c'est la téléconsultation. Je sais pas à quel point ça s'est développé ces derniers temps, mais pour moi, ça ferait complètement sens que ça se développe vraiment assez fortement sur ces années-là, début des années 2020. Je dis pas dans 100% des cas, évidemment, mais peut-être une consultation sur 3, une consultation sur 2, ça suffirait et ça simplifierait beaucoup de choses. Donc, et là, qu'est-ce que c'est la téléconsultation? C'est de la médecine en e-commerce. Ouais, mais c'est exactement. Mais moi, j'ai des projets de télémédecine. Quand j'ai commencé à bosser dans les nouvelles technologies dans les années 98, il y avait déjà des projets de télémédecine, etc. On parlait de télémédecine, mais ça a mis voilà, ça a mis 20 ans parce que c'était même pas des aspects. Alors, des fois, il y a des aspects technologiques qui ont effectivement au jour d'aujourd'hui, quand tu vois depuis un an. On fait tous des visios, on a 25 systèmes de visio différents. Le gars il t'envoie un lien Zoom, un lien ce que tu veux. Enfin bon, on a pris des habitudes et ça a accéléré énormément l'adoption de ce genre de choses. Il y a un an, avant le Covid, les téléconsultations, mais c'était assez marginal quand même. Si on parle de la France, hein, c'était complètement marginal et ça semblait presque ouais, presque fou, enfin, en disant, ouais, ça va être encore des geeks, ça va pas être adopté en grande masse. Bon, ben voilà, changement de règle du jeu, Covid, problème de, voilà, les gens ont peur d'aller voir un médecin, et on voit des usages, et puis après, du coup, après, ça peut dire qu'on va pas être content des fois de voir son médecin, et d'avoir une vraie auscultation, et même peut-être qu'on aurait besoin de, je sais pas, de certaines choses qui peuvent se faire complètement en téléconsultation, et qui nécessite voilà, éviter de se déplacer, etc. Et peut aller assez vite. Et puis parfois, on aimerait peut-être avoir plus de temps avec son médecin au lieu de passer 10 minutes et peut-être d'avoir 20 ou 25 minutes pour faire un check-up annuel ou quand on a un vrai pépin et d'avoir là du coup un vrai échange humain avec une vraie auscultation, et des vrais conseils, un vrai échange plus long. Donc c'est là où tout bouge. Mais l'idée c'est de trouver le bon compromis et les bons usages derrière. Après, voilà. Et effectivement, je pense que le nombre si on regardait le graphique des usages en téléconsultation, enfin, je sais pas, ça a dû être multiplié par 100 ou 1000 peut-être enfin voilà, sur la dernière année par rapport à l'année d'avant. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est là où des fois il y a des choses où on peut se dire ouais mais ça me semble un peu fou, ça va pas arriver ou tu vois pas un peu n'importe quoi payer son café avec son mobile. En Chine ils font, enfin, il y a des endroits où ils font tout ça quoi. Je veux dire, euh, et peut-être que dans 2 ans on va se revoir et on dira mais c'était complètement con de sortir des pièces. Enfin, je dis pas que, enfin voilà, mais c'est là où des fois on a même du mal à imaginer des choses qui peuvent arriver très vite avec de la technologie. Euh, bon, donc et les usages, ben voilà, c'est pas linéaire, c'est pas une progression. Des fois, là on a eu le Covid a été un accélérateur sur un certain nombre d'usages. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'en e-commerce, on dit on a gagné 4 ans de développement. Ce qui est prévu 2024, voilà, c'est 25% de la consommation qui sont en e-commerce en France, en sachant qu'en Chine, ils sont à 50% au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 50% qui se fait enfin voilà, qui se fait en e-commerce, donc de toutes les ventes en fait globales, quoi. Donc ouais, on voit, bon, il y a des choses qui évoluent. Ouais, pour revenir à des trucs que tu disais qui évoluaient dans les supermarchés, quelque chose j'aimerais bien comprendre. Tu as parlé des corners dans les supermarchés. C'est différent de ce qu'on appelle toujours, je suppose, les galeries marchandes que je connais moi depuis que je suis petit, quoi. Non, alors vraiment le corner, c'est le principe d'avoir par exemple, alors je pense que le commerce par exemple, il va évoluer de plein de façons. La première chose, d'aller dans une boutique, alors, que ce soit un hyper ou etc. Souvent la problématique du commerçant, c'est qu'à un moment donné, il a X marques
et il prend en général 3 à 5% du catalogue de la marque parce que, ça lui coûte cher, il faut qu'il finance un stock, qu'il paye des produits, et versus, il a un lieu, et il doit faire des arbitrages en fonction de sa place, et il a des qui sont pas infinis. Donc, du coup, il est obligé de restreindre par rapport aux choix possibles, essayer de trouver le meilleur compromis en disant qu'est-ce qui va se vendre le mieux, qu'est-ce qu'attendent mes clients. Bon, il fait des arbitrages. Déjà, la technologie, elle permet quoi? T'arrives par exemple dans un magasin, tu veux t'acheter, je dis n'importe quoi, une canne à pêche. Bon, bah le gars, il peut avoir un certain nombre de cannes à pêche, mais en dialoguant avec toi, du coup, avoir l'ensemble des cannes à pêche des fournisseurs disponibles et te dire, ben en fonction, oui, vous voulez faire de la pêche au thon, machin, il faudrait plutôt telle canne avec tel moulinet, etc. Et du coup, te faire acheter en fait via une tablette, une borne, enfin en magasin, mais te conseiller et te faire commander quelque chose. Après que ce colis arrive chez toi ou en magasin pour que tu viennes le récupérer, c'est une chose. Mais déjà la première chose, c'est de se dire qu'un magasin physique, du coup, c'est de rendre possible le fait d'acheter tout le catalogue des fournisseurs. Si les fournisseurs de plus en plus vont mettre en place cette logistique pour permettre de commander et d'être approvisionné hyper rapidement. Donc ça, c'est une première chose. Et après, la notion de corner, c'est un hypermarché. À un moment donné, il crée un corner Cultura, par exemple, c'est l'Intermarché de Rodez. À un moment donné, plutôt que d'avoir un rayon, il va y avoir un corner, donc une zone, par exemple, de 20 mètres carrés dans son magasin, qui va être Cultura, qui va être tenu par des salariés Cultura et qui vont avoir l'offre Cultura, mais avec l'offre Cultura, ils auront qu'un petit volant des produits réellement physiquement. Et après, le reste va être sur commande, mais avec une borne, avec un vendeur qui vient te conseiller, t'aider, etc. Donc, c'est là où cette notion de digestion du commerce, on parle de l'hypermarché, c'est de dire, à un moment donné, il n'y a pas que les produits qui sont en rayon qu'on peut acheter, et parce que peut-être que la couleur y est pas, la taille y est pas, ou il y a une autre offre qui est plus intéressante par rapport à ce que mon besoin, et le vendeur va m'aider à la commander, peut-être qu'elle sera l'après-midi même ou le lendemain en magasin et je vais venir la chercher. Et puis d'un autre côté, c'est corners spécialisés, c'est de dire à un moment donné, plutôt que d'essayer d'être un généraliste qui vend tout et n'importe quoi, mais là il y a des domaines où je suis bon, d'autres où parce que je suis à Rodez, parce que etc. Voilà, sur le rayon électroménager, peut-être que j'ai une offre qui est trop petite ou je suis peut-être pas suffisamment bien placé en prix parce que je fais pas assez de volume, etc. Il vaut mieux avoir un corner Darty dans son magasin ou un corner Cultura pour avoir toute l'offre Darty ou toute l'offre Cultura accessible à mes clients. Donc je leur rends un vrai service. Donc je les incite toujours à venir dans mon lieu de vente. Et puis il y a des choses où ils vont acheter chez moi, d'autres ils vont acheter chez les corners que j'ai intégrés. Évidemment, les corners ils vont payer un bon loyer parce que voilà, j'ai une visibilité, j'ai un trafic client. Gagnant-gagnant. Enfin, donc je pense que c'est là où les hyper vont évoluer. Le drive, c'est évident qu'ils vont continuer à développer des services de drive, des services de livraison, mais des services de corner, plus des services à un moment donné, il y a l'offre qui est présente physiquement au magasin, je peux prendre tout de suite, mais aussi il y a toute l'offre qui est chez mes fournisseurs, je peux faire venir très rapidement pour amener le meilleur service possible et essayer de vendre le meilleur produit à mon client. Peut-être que le produit, je l'ai pas physiquement au magasin, mais c'est pas grave, je lui commande et j'organise l'arrivée du produit en l'ayant conseillé, en l'ayant orienté, etc. Donc, ouais, je pense que bon, c'est un exemple, mais les magasins vont devoir énormément évoluer. Hein. Par rapport à si on veut faire du e-commerce, si on est un commerçant ou si on l'est pas encore, mais qu'on veut se lancer dans le e-commerce. Sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Qu'est-ce qui est sûr dans ce domaine-là, dans ce domaine du e-commerce? Alors, pas grand-chose. Si tu devais retenir que, je sais pas, un ou deux conseils, pas grand-chose? Alors, pas grand-chose. Alors, si, le premier truc de base, quelque part, il n'y a pas une seule réponse. Les deux réponses, sont possibles. C'est pas une fausse question. Ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est de te dire, je vais me lancer un e-commerce. Est-ce que je fais un site e-commerce à mon nom, ou est-ce que je vais sur les places de marché? Donc, et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un site à mon nom, mais du coup, je vais avoir toute une logique. Alors, je vais faire exactement ce que je veux.
il va falloir que j'investisse, sans doute un peu. Alors, soit en prenant un prestataire, soit en prenant une plateforme comme Shopify ou EasyShop pour créer un site. Mais je pars de zéro. C'est-à-dire que j'ai zéro visibilité, zéro trafic. Ça veut dire que derrière, comment j'acquiers de la visibilité, comment je fais connaître mon site, comment j'essaye d'améliorer mon référencement, comment je génère du trafic à partir des réseaux sociaux, comment je mets en place des campagnes publicitaires avec Google Ads, Facebook Ads ou différentes choses. Enfin bon, comment je fais connaître auprès de mes clients actuels mon site pour essayer de faire du bouche-à-oreille virtuel, pour essayer de ramener du monde. Mais bon, ça veut dire que si je pars sur la logique de site, ça peut être très bien. L'avantage, c'est que j'ai toute la marge. Je verse rien à personne. J'ai pas de marketplace au milieu. Mais par contre, je pars de zéro. C'est-à-dire que au jour où je démarre, j'ai zéro trafic et à un moment donné, pour faire des ventes, il faut avoir du trafic, de la visibilité et ça se fait pas. C'est pas juste, je publie un site et puis j'attends. Il y en a juste 250 000 en France. Donc, comment j'arrive en première page de Google? On est 250 000. Il faut que j'arrive dans les premiers, en sachant que les premiers résultats, les 4 à 10 premiers résultats sont des résultats payants. Donc, les gens ont acheté la position. Donc déjà, je me trouve devant un challenge qui est compliqué. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut travailler son image de marque, on peut faire des choses et ça peut être très bien. Hein. Ça, c'est un premier choix. Et l'autre choix, c'est les places de marché. Alors, se dire, bon, ben là, l'avantage, c'est que je vais être dans des canaux. D'entrée de jeu, il y a le potentiel client. Là, je me pose pas de questions. Ils ont, je sais pas, 46 millions de visiteurs uniques par mois sur Amazon, qui viennent en France tous les mois acheter des produits sur Amazon. Donc, si je suis sur Amazon ou sur Fnac Darty ou sur La Redoute ou sur je sais pas lequel, bon, il y a un gros potentiel. Les gens sont rassurés, sont sécurisés. Enfin, se posent pas de questions. Ils sont là. Par contre, là, j'ai plein d'enjeux. Déjà, ça va me coûter un peu de sous. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une vente, en gros, je vais leur verser 15-20% de commission. Donc, il faut que je l'intègre dans mon calcul de marge. Il y a une vraie concurrence. Il y a plein de monde. Je suis pas planqué. J'ai des concurrents potentiellement. Donc, il faut que j'arrive à me différencier. Il y a une vraie logique de prix souvent qui sont assez écrasés. Donc, il faut que j'arrive à me différencier des autres, etc. Être bien positionné. Derrière, il va falloir que je sois bon sur toute la logistique qui est derrière, mais par contre, peut-être que même si je suis dans une toute petite ville au fin fond d'un département rural, je peux peut-être faire 50 ventes par jour, 100 ventes par jour, voilà. Donc, s'il me débrouille bien, donc c'est là où c'est le premier choix, c'est de se dire, voilà, je me lance. Par quel canal je me lance? Et ça peut être intéressant. Vous êtes une jeune marque. Vous voulez créer une jeune marque de vêtements, etc. Peut-être que vous avez intérêt à créer un site e-commerce, à faire pour avoir accès à de la visibilité, faire des vidéos, faire des trucs sympas, enfin, incarner quelque chose, développer une image de marque. Ça peut être très bien. Et puis, capitaliser dessus petit à petit, se faire connaître, et ça peut être super. Et puis, versus, voilà, où est-ce que je vais sur les marketplaces? Ce qui suppose aussi, voilà, je suis un peu moins visible. C'est, les gens achètent plutôt sur la marketplace. Moi, je suis un peu, quelque part, presque en marque blanche derrière. Ils me prennent une commission, hein, ils me prennent un abonnement, puis une commission sur les ventes. Ils vont me mettre une pression de fou, c'est qu'il faut que j'expédie absolument en 24-48 heures, que, j'ai tout un standard de qualité à respecter, hein, c'est qu'il faut que je sois hyper pro. Et voilà, j'ai pas le choix. Voilà, c'est des grands arbitrages de départ. Ça, c'est les points. Et je dirais qu'il n'y a pas de... alors c'est vrai que quand on peut avoir son propre site, et c'est pour démarrer. Après, on peut tout à fait avoir une boutique physique, un site e-commerce en propre, et puis se développer après sur les places de marché. Donc, c'est vraiment des choix, des ordres, mais c'est là où il faut se poser les questions en fonction de son positionnement prix, de ses produits, et puis aller chercher les clients voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais d'un côté, son propre site, ça a nécessité beaucoup d'efforts, quoi. Éventuellement de l'investissement aussi, parce que les campagnes publicitaires, c'est pas si simple que ça. Il faut mettre de l'argent pour générer du trafic, il va falloir mettre de l'énergie, publier des contenus, animer des réseaux sociaux. Enfin bon, ça peut passer beaucoup de temps et avec un résultat assez incertain, on sait pas trop. Alors, on espère toujours le mieux, hein. Et après, une place de marché, on peut dire, ouais, il y a un potentiel client, c'est top, il faut que j'aille là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de concurrence, il faut peut-être faire le choix de ces places de marché. Pour celles qui ont, il n'y a pas que
le nombre de voilà. Amazon, c'est pas la recette magique pour tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que des fois, si vous êtes des huiles essentielles, peut-être qu'il faut mieux se dire, bah tiens, plutôt que d'aller sur Amazon où il y a une pléthore d'acteurs, est-ce que je vais pas sur Nature et Découverte ou sur n'importe quoi, Truffaut ou ou sur Boulanger pour essayer de vendre ces produits-là, même si je sais qu'il y a un potentiel client qui est plus faible, mais peut-être qu'il y a une meilleure adéquation avec mon produit parce que et la marketplace. Enfin, voilà, il y a plein d'arbitrages, mais le premier, c'est de se dire, ouais, est-ce que je fais mon site, mais j'ai conscience que il y a la création du site, même si aujourd'hui il y a des plateformes comme Shopify ou EasyShop qui évitent un investissement lourd comme on pouvait avoir dans le passé. Il n'empêche que derrière, c'est même si on a une très belle boutique, qu'elle est super, qui a ses super produits, si on part d'un trafic à zéro, à un moment donné, il faut vraiment développer du trafic pour avoir des chances de faire des ventes. Et à un moment donné, un canal de vente, il doit faire des ventes. Donc voilà, il faut peser les avantages et inconvénients de enfin de ces deux types de canaux. Et vraiment, j'ai un petit carré français, une copine là, qui est dans l'e-commerce. Elle est qu'en e-commerce. Elle fait pas de marketplace pour l'instant. Mais voilà, elle a construit son truc. Elle a un positionnement de niche. Elle est maligne, etc. Bon, elle a fait son truc et tout marche bien et super. Bravo, bien joué. Et elle a fait ce choix-là versus moi j'ai des gars. Qui vendent, voilà, qui nous approvisionnent en container. Ils ont même pas un site internet et ils vendent tout sur les places de marché. Et ils vendent voilà des milliers d'articles par an. Je sais pas. Pour le Covid, par exemple, j'ai un gars en Australie avec qui on travaille sur des barres de traction. Ben, sur les 2 premiers jours qu'on a été confiné en mars là, il a vendu 1000 barres en 2 jours. 1000 barres de traction. Tous les gars, ils se sont dit, oh punaise, je vais péter un câble, je peux plus à la salle de sport. Bon, et le gars, il est tout seul, il a un produit. Il a vendu 1000 barres en 2 jours. Bon, un truc improbable, hein. Mais bon, voilà. C'est la magie aussi des fois de l'internet. Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça, hein. Et l'e-commerce, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à maîtriser. C'est la guerre. Il y a une vraie concurrence. Mais voilà. Est-ce que, si je simplifie peut-être un petit peu, alors tu vas me dire si je simplifie trop, mais est-ce que tu crois qu'on peut dire que quand on débute dans le e-commerce en tant que e-commerçant, se faire son propre site e-commerce, c'est une stratégie plutôt long terme et aller sur les marketplaces, c'est une stratégie plutôt court terme. Ça veut pas dire qu'on peut pas développer les deux en parallèle avec une marketplace, donc comme tu as dit, Amazon et toutes les autres. Amazon, c'est la plus connue, mais après, il y en a qui sont plus de niche. Ou si on arrive à montrer qu'on a certains avantages par rapport aux concurrents, il y aura déjà les acheteurs qui seront là, les clients qui seront là. Mais sur le long terme, on va continuer de payer en permanence un pourcentage, quoi. Typiquement, alors tu disais un abonnement, je sais pas à quel point c'est important, mais en tout cas au moins le pourcentage. Et puis en parallèle le site e-commerce où on a plus de liberté à plein de niveaux, mais où ça sera plus dur, où ça prendra probablement plus de temps de ramener des clients. Et par contre, si on arrive à ramener des clients sur son site e-commerce, alors là c'est un peu jackpot, j'ai envie de dire, par rapport pour un même nombre de ventes, c'est jackpot par rapport à une plateforme, quoi. Oui, alors c'est clair que un site e-commerce pour faire des ventes, alors après il y a toujours des cas particuliers, mais globalement c'est une stratégie. Il faut être conscient que ça va être des efforts, que ça va être beaucoup d'investissement, temps, énergie avant de générer des ventes. Donc on est plutôt dans une logique effectivement de moyen terme. Alors sauf miracle, hein, ça existe toujours le miracle, mais c'est toujours voilà, c'est une chance sur 1000. Donc voilà, mais c'est du long terme. La place de marché, effectivement, ça peut être du beaucoup plus court terme, mais ça nécessite, c'est pas facile non plus, quoi. Mais je te donne un exemple. Nous, on a relancé sur La Redoute, qui est très 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 compliqué pour rentrer parce qu'ils sont hyper restrictifs. On a lancé une deuxième boutique parce qu'on a 2 sociétés. Et effectivement, en un week-end, on a 7 produits en ligne. Donc c'est ridicule. Jusqu'à présent, on est sur des phases de test. Bon, sur 7 produits, on a fait 50 ventes ce week-end.
Voilà. Donc c'est là où si demain je crée mon site docavenue.com ou .fr, avant que je fasse 50 commandes dans le week-end, comment je développe cette visibilité-là auprès des clients potentiels? Comment je fais connaître? Personne me connaît. Ça nécessite un vrai travail de longue haleine. Ça veut pas dire que la marketplace, c'est la panacée sur tout et que ça va être facile et qu'il suffit de pousser ses produits pour faire des ventes et il y en a qui ont du mal, donc ça dépend de son positionnement concurrentiel, la typologie de ses produits, la typologie des marketplaces qu'on va choisir. Mais effectivement, on a beaucoup plus de chances d'être sur un rythme plus rapide de vente. Après, la commission, elle est non négligeable. Hein. En gros, pour faire simple, elle est basée sur le prix de vente TTC et les frais de port. Mais en gros, ça dépend des catégories de produits et des places de marché. Mais souvent, ça va être aux alentours de 15% du prix de vente TTC plus du port. Donc, allez, tu considères que c'est 20% du prix de vente TTC, tu es à peu près sur le montant de la commission. Donc ça veut dire que c'est non négligeable. Parce que du coup, il faut que tu payes quand même le transport, hein, donc les frais d'expédition, le Colissimo, DPD, c'est pas gratuit. Alors même si tu en factures une partie au client, bah, des fois tu as un différentiel de frais de port, il faut que tu payes cette commission, l'abonnement. Donc ça se calcule dans la marge. Donc et à la fois c'est un univers très concurrentiel parce que du coup potentiellement tu as beaucoup de clients, mais tu as aussi beaucoup de concurrents. Donc voilà, c'est pas magique. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au moins, tu es sûr qu'il y a le potentiel de client, les gens sont là. C'est-à-dire que quand tu vas chez Cdiscount ou sur La Redoute, etc., quand n'importe quoi, La Redoute, bah, il y a 13 millions de visiteurs uniques par mois. Bon, bah voilà. Ils vont sur La Redoute, voilà, tu sais qu'ils vont venir. Alors que tu as ton site Docavenue, avant d'avoir de la visibilité avec 13 millions de potentiels de personnes qui passent sur ton site, c'est pas gagné. Hein. Enfin, mais voilà. Donc ça dépend. Et à quel point c'est facile, à quel point c'est difficile de sortir, on va dire, tes clients habituels. Imaginons que tu vends un produit que tu peux revendre. À quel point c'est facile de les faire sortir d'Amazon ou enfin n'importe quel marketplace. Je suis désolé, moi j'ai Amazon qui vient en tête parce que voilà, je suis un client de base, mais à quel point est-ce que c'est facile ou au contraire à quel point est-ce que c'est difficile de les faire sortir et de les faire venir sur ton propre site web? Alors c'est très très compliqué. Enfin c'est ma vision. Hein. Enfin c'est assez compliqué dans le sens où Amazon fait tout pour interdire. Enfin si on prend d'Amazon par exemple, essaye d'interdire un maximum. Voilà tout ce qui serait flyer qui pourrait donner l'idée ou l'envie de faire connaître le site. Donc après toute la stratégie c'est quand même de dire à un moment donné je vends sur Amazon. Si je suis malin quand j'envoie ma facture au client en version dématérialisée, ben j'ai ma signature avec le lien vers mon site et peut-être que les personnes, un petit volant des personnes là peuvent avoir intérêt ou envie de chercher et voir mon site et voir si ils peuvent passer en direct. Voilà. Alors ça existe, c'est une réalité. Après, de notre côté, les gens, on a tous besoin de choses qui simplifient son équation. Dans l'absolu, il pourrait faire une recherche sur Google, trouver des sites, aller explorer plein de choses. Ben, s'il est sur n'importe quoi, Fnac Darty, sa carte bleue est déjà enregistrée, il sait que s'il y a le moins de pépins, il se retourne vers la marketplace, il va être remboursé, il se pose pas de questions et donc voilà. Donc c'est là où c'est toujours un équilibre, mais rien n'empêche d'avoir une stratégie qui peut être complémentaire entre le site et les places de marché. J'ai un copain, j'ai n'importe quoi, Planète Domotique, il a son site e-commerce et il a plusieurs places de marché, hein, que ce soit de l'Amazon ou d'autres marketplaces. Et du coup, même à partir d'une boîte française, il va vendre en Allemagne, il va vendre en Belgique, il va vendre ailleurs. Et tout son enjeu, c'est de trouver un bon équilibre entre ce qu'il vend en direct sur son site et ce qu'il vend sur les places de marché. Et c'est pas les mêmes clients. Et donc, plus tu peux en faire sur ton site, mieux c'est. Mais entre guillemets, voilà, peut-être que tu pourrais, n'importe quoi, faire 500 000 euros de chiffre d'affaires sur ton site, et puis peut-être que tu peux aller chercher 3 millions d'euros sur la place de marché. Après, plus tu peux essayer de trouver un équilibre, mieux c'est. Après, c'est facile à dire, c'est souvent plus compliqué à faire. C'est voilà, chacun essaye de trouver en fonction de ce qui lui va. Mais c'est vrai que bon, les places de marché, l'avantage c'est qu'elles sont devenues des réflexes dans la tête des consommateurs.
Voilà, quand tu es dans l'univers de la maison, tu vas acheter, je sais pas quoi, des draps en France, les gars, ils pensent Trois Suisses, La Redoute. Bon, bah, Trois Suisses, c'est pas une marketplace. Ils ont fait un choix de rester en site spécifique. Ils ouvrent pas à des vendeurs tiers de vendre sur Trois Ouais. Suisses. La Redoute a fait un choix différent. Galerie Lafayette, c'est une marketplace. Tu peux aller vendre sur Galerie Lafayette. Bon, voilà, il y a des marques qui sont existantes, il y a des habitudes d'achat, des canaux. Bon, tu vois, tu vends des produits recyclés en électronique, des téléphones reconditionnés. Bon, bah, Back Market, c'est une marketplace. Bon, ils vendent un certain nombre de produits qu'ils ont à eux, et puis après, il y a tout un tas d'autres vendeurs qui peuvent aller vendre des produits électroniques recyclés sur Back Market. Bon, voilà, après, tu fais un choix. Soit tu restes dans ton coin, sur ton site, essayer de développer tes ventes. Si ça te suffit, bah, c'est éminemment respectable. Si tu as envie d'essayer de développer deux pistes en même temps et puis après de voir ce qui peut marcher, c'est vraiment des arbitrages individuels. D'accord, d'accord. Tu, tu peux nous, on a parlé beaucoup de marketplace, évidemment, c'est un, vous, enfin, toi et tes associés, tes entreprises, c'est là-dessus que vous bossez le plus, en fait, enfin, en tout cas avec Doc Avenue. Juste pour revenir au site e-commerce, par exemple, moi, c'est un nom que je connais, mais j'ai jamais vraiment creusé. Shopify, ça permet de faire quoi? Ça permet juste de faire le site comme WordPress ou ça apporte d'autres services? Alors, pour faire simple, quand tu veux créer un site e-commerce, on va dire, alors je suis un peu caricatural, mais on va dire que tu as deux grandes façons de faire un site e-commerce. Soit d'utiliser ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, un outil logiciel type WordPress ou Commerce, ou d'autres, hein, PrestaShop, Magento, qui te permettent de créer un site. Mais là, il faut un certain nombre de compétences en informatique, donc utiliser déjà l'outil, adjoindre différents modules pour gérer les paiements en 3 fois, pour gérer le transporteur, pour gérer enfin différentes fonctionnalités que tu veux faire pour créer ton propre site. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas à la portée de Monsieur Tout le Monde sans l'aide de quelqu'un qui se touche un petit peu en informatique. C'est pas du plug and play. Et après, tu as une autre solution qui s'est développée depuis quelques années. C'est des outils qu'on appelle SaaS. C'est des plateformes Internet comme notre outil Stimuleo, sauf que c'est fait pour faire une création de site. Et donc là, tu as notamment plusieurs plateformes, et le leader mondial s'appelle Shopify, c'est des Canadiens, où en fait, tu t'inscris, tu prends un abonnement, ça vaut $29, et avec ces $29, tu as des centaines de fonctionnalités. Et donc, du coup, tu vas créer ton site e-commerce, dire, bah voilà, choisis un modèle de site, un template. Tu vas après dire, bah tiens, moi, je veux proposer des paiements en devises, en dollars canadiens, en dollars US. En fait, tout est déjà rentré dans le site. Tiens, je veux en solution de transport, je veux offrir Colissimo, Mondial Relais et lettres suivies. Et donc en fait, dans la plateforme, en fait, l'idée c'est que il y a déjà des centaines de fonctionnalités qui sont déjà intégrées. Donc ça te permet de créer quelque part un site e-commerce là sans avoir forcément besoin d'un développeur, on va dire, informatique. Ce qui était un peu le cas quand même quand tu étais avec un CMS. Par contre, ces outils vont plus loin. Par exemple, un Shopify, par exemple, au jour d'aujourd'hui, il a une possibilité d'export par exemple, dans Amazon. Tu dis, bah, tiens, je vais faire de la vente sur Amazon. Bah, tu crées tes produits dans Shopify, tu peux les exporter et les vendre sur Amazon à partir de ton Shopify, d'exporter ton catalogue produit. D'un autre côté, tu dis, bah, tiens, Facebook a créé à la fois la partie marketplace et la partie Facebook Shop, la partie boutique de vente sur Facebook. Bah, ils ont la fonctionnalité, donc du coup, tu peux exporter tes produits sur Facebook Shop, créer une boutique sur Facebook. Même si au jour d'aujourd'hui en Europe, tu peux pas encore vendre en ligne, aller jusqu'à l'acte d'achat complet, tu ramènes sur ton site Shopify. Mais après, comme dans l'univers Facebook, tu as aussi Instagram, et du coup, tu peux partager un look, par exemple, tu vends des bijoux fantasy, ben, tu as fait un somme de look, et après les partager sur les réseaux sociaux. Objectif, ben, permettre aux gens d'acheter, en fait, découvrir ton produit sur un réseau social. Il y a un petit caddie, j'achète, et de ramener sur la fiche produit sur ton site Shopify. Donc voilà, tu peux le faire par des plateformes où, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir le mariage de l'e-commerce, par exemple, et des réseaux sociaux de plus en plus. Et la notion de site, marketplace, réseau social,
Si je te dis, bah tiens, je crée un site Shopify, j'exporte mon catalogue sur Amazon pour vendre sur Amazon, mais aussi je crée une boutique Facebook Shop pour vendre sur Instagram, etc. Bah voilà, on se retrouve à partir d'un même outil de départ à avoir plusieurs canaux de vente et plusieurs canaux de promotion assez différents. Et tout ça à partir d'un abonnement à $29. Donc voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Avant, le gars qui disait, bah tiens, je veux créer un site et je veux que tu me l'exportes sur Amazon, mon catalogue de produits à partir des mêmes fiches produits. Et j'aimerais que je puisse le partager sur Instagram et que ça puisse ramener vers mes fiches produits dans mon site e-commerce. Il allait voir une agence et ça coûtait des dizaines de milliers d'euros, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucun doute. Voilà, maintenant, c'est intégré dans des plateformes. Donc, c'est là où, voilà, les usages vont aussi évoluer, et les possibilités que peuvent avoir un petit commerçant, entre guillemets, sans avoir une mise de fonds importante, au moins sur l'aspect technique, c'est qu'il n'y a plus cette barrière-là. Après, ça veut dire il faut être malin, il va falloir faire des photos de qualité, il va falloir faire des fiches produits intelligentes, il va falloir avoir une stratégie de développement sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein d'enjeux. Hein. Je dis pas que c'est facile, c'est parce qu'il y a un outil technique qui permet de faire des choses que derrière tout est fait et tout va rouler. Ça nécessite de la compréhension des attentes dans ces différents canaux, du temps, de l'intelligence humaine pour faire des vraies fiches produits avec des photos de qualité. Enfin bon, il y a de quoi faire. Hein. C'est pas parce qu'il y a un outil technique qui facilite des choses qu'il n'y a pas du boulot, des enjeux, du coup d'avoir des compétences à développer. Mais voilà, déjà tu n'avais plus le problème de la mise de fonds de départ où tu devais mettre quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros pour faire quelque chose. Ben là, voilà, tu peux avoir un accès par juste un abonnement à $29. Et c'est pour ça qu'ils ont 1 million de clients. D'accord, c'est très. Ils ont 1 million d'e-commerçants qui utilisent Shopify. C'est que bon ben voilà, c'est qu'à un moment donné. Donc on voit des révolutions techniques, on voit voilà, beaucoup de choses évoluent quoi. Ouais, d'accord. Et par contre, pour revenir à Shopify, c'est purement pour faire la partie logicielle quoi et communication avec les marketplaces notamment, donc site web et communication avec les marketplaces. Par contre, Shopify en elle-même n'est pas une marketplace, on est d'accord? Alors, alors c'est pas une marketplace. Par contre, ils ont notamment des modules qui permettent de faire du sourcing de produits avec des produits, des choses qui s'appellent Orderlo, enfin bon, différents outils. C'est-à-dire que par exemple, demain tu décides de te lancer, tu dis bah, moi je me sens une âme de fleuriste. Je vais faire des produits des produits de type vase, etc. en lien avec les fleuristes. Bah tu crées ton site Shopify. Et puis tu as des outils de sourcing de produits et tu vas aller trouver des produits, notamment en Asie, mais même pour alimenter ton site, voire en dropshipping, c'est-à-dire que tu n'achètes même pas les produits, ils expédient quand tu fais une vente, ou même de sourcing. Tu trouves les fournisseurs, je sais pas quoi, en Thaïlande ou en Tunisie ou en Chine, pour acheter des produits grâce au module qui est intégré dans ton outil Shopify. Alors, on est en train de voir de plus en plus, ça devient voilà, pas des outils uniques, mais ils essayent d'aller chercher un peu partout, et essayer de répondre au maximum aux besoins et de devenir l'outil incontournable pour l'e-commerçant qui veut se lancer. D'accord, donc il y aura où il y a déjà des entrepôts. Alors, en Amérique du Nord, ils ont commencé à lancer cette partie-là, ouais, cette partie entrepôt. Pas du tout présent encore en Europe. Voilà. Je sais pas jusqu'où ils vont aller dans la course à l'échalote avec Amazon, mais potentiellement ça peut être demain le plus gros concurrent d'Amazon. Ça l'est pas au jour d'aujourd'hui, mais voilà. Après, on va voir. D'accord. Bon, non parce que c'est vrai que moi c'est un nom que j'entends depuis un bon moment, Shopify maintenant. Depuis que je m'intéresse à ce milieu-là, pas du e-commerce en particulier, mais des sites web et tout. Et jusque-là, j'avais pas vraiment compris à quoi ça correspondait. Donc c'est pour ça que je te pose ces questions-là, parce que je comprends de plus en plus de choses sur l'e-commerce depuis un petit moment qu'on discute là aujourd'hui. Et ouais, donc ça me permet de remettre les choses à leur contexte en fait, si tu veux.
Voilà. Bon, très bien, très bien. Est-ce que, imaginons quelqu'un qui voudrait devenir e-commerçant demain, enfin commencer demain, il aura peut-être pas terminé demain. Est-ce que tu as des ressources à conseiller par rapport autour du e-commerce? Donc, quand je parle de ressources, c'est livres, site internet, chaîne YouTube, podcast. Alors, il y a énorme, Voilà. alors, le truc, c'est, alors, notamment dans l'univers des marketplaces, il y a tout et n'importe quoi, qui se dit. Il y a beaucoup de, alors, il y a beaucoup de formateurs, gourous, etc., qui veulent former à l'e-commerce. Donc, ils proposent des formations en ligne, etc., voilà, alors, dedans, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y en a qui, voilà, leur principal moyen enfin, ils ont jamais, en gros, fait trop d'e-commerce en dehors de vendre des formations à des gens qui veulent devenir e-commerçants. Donc là, il faut, voilà, trier. Par contre, il y a quand même pas mal de groupes et de communautés donc sur Facebook, par exemple, de gens qui s'intéressent ou qui sont voilà, de vendeurs Amazon ou de vendeurs marketplace ou après sur des problématiques dédiées, par exemple sur du sourcing de produits en Asie et donc du coup on peut retrouver il y a des groupes qu'on peut retrouver assez facilement qui permettent du coup d'échanger avec d'autres personnes. Mais effectivement, je pense que c'est comme tout, il faut absolument euh, se former pour essayer d'éviter toutes les erreurs du junior ou d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, mais quelqu'un qui l'a déjà fait réellement et qui peut vous donner des bons conseils parce que voilà, il y a un peu, voilà, il faut trier. Mais par contre, le côté e-commerce peut faire rêver les gens, mais ça reste du commerce. Donc à un moment donné, voilà, il faut vendre, mais avec des logiques particulières. Et il y a quand même un maximum de connaissances à avoir, d'outils à maîtriser, parce que si on parle de faire une photo, voilà, sur une place de marché où il faut une photo détourée sur fond blanc, entre 1000 et 2000 pixels de côté. Bon, ben voilà, quel outil j'utilise, comment je détourne une photo, comment. Il y a tout un tas de problématiques derrière qui peut être amené à un e-commerçant. C'est un homme orchestre avec 18 casquettes. Et il doit savoir faire beaucoup de choses. Donc on apprend beaucoup de choses, c'est super intéressant. Mais par contre, voilà, ça veut dire qu'à mon avis, pour se lancer en e-commerce, faut quand même soit essayer d'être bien conseillé pour avoir quelqu'un qui vous guide, pour notamment éviter toutes les erreurs du junior, ou prendre un petit peu de temps quand même pour essayer de se former, parce que sinon, voilà, vous pouvez aller vite à la catastrophe. Mais c'est faisable, hein, je veux dire, il y a tous les jours, voilà. Alors, moi, je travaille avec des e-commerçants et notamment, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça nécessite pas des mises de fonds qui peuvent être énormes. Moi, j'ai des vendeurs marketplace qui décident de créer leur propre marque, de se lancer en vente sur les places de marché, donc de faire créer des produits pour eux, en fait, à des fournisseurs en Asie ou ailleurs, mais sur leur propre marque, avec une marque qui dépose à l'INPI, qui s'enregistre chez Amazon en private label, etc. Bon, ben souvent, avec 10 000 euros, voilà, ils peuvent approvisionner quelques centaines ou milliers de produits qui sont marqués à leur propre marque, mettre en place les choses, commencer à vendre. Donc voilà, c'est pas forcément. Après, il n'empêche qu'à un moment donné, e-commerçant, il faut être capable de financer un peu de stock, financer des actions, financer des choses. Il faut pas partir avec rien, sinon ça peut être vite compliqué, quoi. Donc voilà, il faut pas non plus voilà, faire rêver trop et dire il n'y a pas besoin d'argent, avec 50 euros on peut faire des choses. Si on veut structurer les choses, les faire comme il faut, bien, il faut un petit peu d'argent de départ et puis être formé, essayer d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait, voilà, qui vous évite les erreurs et qui peut vous guider. Et puis après vous apprendrez un marchand tout au long du processus, mais c'est faisable. D'accord. Et du coup, les groupes Facebook pour commencer en tapant quel type de Alors, mots-clés peut-être pour trouver des premières personnes et potentiellement un mentor ou potentiellement des gens qui vont conseiller des ressources plus spécifiques? alors, moi, je travaille notamment avec un gars qui est très spécialisé sur le côté Amazon et notamment le côté exploitation des datas pour avoir un bon positionnement, détecter vraiment quels sont les produits et comment améliorer ses ventes. Hein. Ça s'appelle Nanakia.
Cyril Benz. Donc, il accompagne des 700-800 e-commerçants qui se lancent en e-commerce sur Amazon spécifiquement. Et après, il y a Sourcing il y a une communauté qui s'appelle, vous tapez Sourcing en Chine dans Facebook. Et il y a un gars qui s'appelle Ludovic Joly qui accompagne des gens qui veulent trouver des produits, sourcer des fabricants, des fournisseurs pour voilà, en Chine ou en Asie ou ailleurs, mais pour trouver des fournisseurs. Ça peut être ça. Après, il y en a d'autres. Hein. Ok, non, mais déjà, deux c'est un bon point de départ. Après l'épisode, tu me redonneras précisément leur nom, on les mettra en note d'épisode pour que les auditeurs qui sont intéressés les trouvent clairement et ne se trompent pas. Ouais. Qu'est-ce que les auditeurs ou qu'est-ce que moi on peut faire par rapport à des fois je dis pour ta cause, là je sais pas si t'as vraiment une cause, mais ça peut être pour toi. Est-ce que ça peut être si on est intéressé par le e-commerce, aller jeter à certaines choses que vous produisez chez Stimuléo par exemple ou chez Doc Avenue, est-ce que je sais pas, dis-moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Alors, on est un peu embêté là tout de suite dans le sens où on n'a même pas de site e-commerce, donc c'est toujours chiant. Moi, ma mère, ça fait 3 ans qu'elle me demande quand est-ce qu'elle peut acheter son linge de lit sur mon site ou ses copines, et on est emmerdé. C'est qu'à chaque fois on est obligé de lui dire tu vas sur la Redoute, tu tapes ça machin. Bon, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Je pense que dans les prochaines semaines, on va quand même arriver à lancer notre site e-commerce. Donc ce qui permettra de ramener les gens là-dessus. Non, après, voilà, après, je pense que, enfin, un point qui peut être, voilà, c'est de se rendre compte que l'e-commerce, faut pas l'opposer au retail, au magasin physique, et que pour certains magasins, ça peut être une vraie chance d'aller chercher peut-être les 20, 30% ou 40% de chiffre d'affaires qui vont aider à l'équilibre global ou à la survie du commerce, ou trouver des leviers de croissance, mais qui peut permettre aussi de continuer à faire son métier premier de commerçant de proximité. Voilà, il y a des choses vraiment importantes. Moi, j'ai accompagné, je me rappelle, il y a quelques années, hein, donc un magasin de chaussures dans le centre-ville du Puy. La dame a été suffisamment intelligente, elle a senti le truc. C'est un magasin qui était très bien placé, mais qui avait du mal, qui vivotait. Il marchait, mais c'était juste l'équilibre. Et elle allait chercher sa croissance avec des ventes en Internet. Et assez rapidement, elle a atteint 40% de son chiffre d'affaires qui était fait en e-commerce et le reste en magasin. Mais du coup, c'est complètement différent d'arriver à peine à l'équilibre versus arriver à 30-40% de plus et se donner des possibilités de tourner. Voilà, son équation générale, je pense qu'elle est encore 60% magasin physique et 40% e-commerce. Mais dans la pérennité globale de son entreprise, c'est bien l'équilibre des deux qui ont permis de toucher de nouveaux clients, puis d'amener aussi mieux faire connaître son offre, amener les gens en magasin parce que ils le trouvaient en ligne. Et nos parcours d'achat, ils sont de plus en plus entre du physique, du digital, du physique. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, ta copine peut aller dans un magasin, voir un canapé sympa, revenir chez toi, t'avais pas pu être là, te le montrer sur le site, et puis après, vous venez tous les deux l'acheter en magasin, ou tu as dit OK, et tu vois, vous allez le commander le soir en ligne et décider d'aller, je sais pas, le faire livrer. Enfin, de plus en plus, on est faire un avis avant, enfin, ou après ton achat, donner un avis, ou tu veux acheter un produit, avant de l'acheter en boutique physique, tu fais une recherche et tu vas voir les avis des autres sur Amazon ou sur d'autres plateformes. Enfin, de plus en plus, en fait, ce parcours d'achat, il est entre le physique et le digital à différents moments, différentes étapes. Et voilà, il y a un commerçant traditionnel, il doit aussi avoir une visibilité en ligne, même s'il décide de pas aller à l'e-commerce, pour amener les gens à son magasin, faire savoir qu'il organise une journée porte ouverte, qu'il a une nouvelle collection, qu'il fait une vente privée, que je sais pas quoi, il change ses horaires, il est ouvert entre midi et deux, enfin bon, tout un tas de choses. Donc voilà, c'est là où il y a du mouvement entre le physique et le digital. Ok. Donc, je vais le dire avec mes mots. Pour ta cause, du coup, ce qu'on peut faire si on est commerçant, c'est pas hésiter si on a les moyens, en tout cas, si on a, voilà,
pas hésiter à marier les deux, à faire de la proximité et faire du e-commerce. Ouais, tout à fait. Et puis des fois, alors, on peut avoir, j'ai n'importe quoi. Imaginons que le gars il soit électricien. Je vais te dire, mais moi, t'es bien gentil, mais j'ai pas à vendre des prises en e-commerce. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire d'être électricien, de faire des installations, ça va. Peut-être que lui, ça va être de mettre en place un service de prise de rendez-vous facile en visio ou chez le client, ou etc. Sur son site, etc. Parce qu'il aura débloqué, n'importe quoi, 2 plages horaires de 17h à 20h 2 soirs dans la semaine où les gens peuvent prendre des rendez-vous, et après peut-être que c'est des rendez-vous en visio ou des rendez-vous par téléphone ou des rendez-vous physiques où il vient les rencontrer. Peut-être qu'il va proposer derrière un devis digital pour aller plus vite dans la création du devis, parce qu'il aura renseigné ses différentes fiches produits, et donc il aura un devis argumenté qu'il va pouvoir produire à ses clients plus rapidement. Enfin, il y a plein de choses faisables. C'est pas que l'e-commerce, tout le monde doit passer à l'e-commerce. Peut-être que l'électricien, il va me dire, mais moi, l'e-commerce, ça n'a pas de sens pour moi. C'est pas mon intérêt ou mon souhait. Par contre, il peut y avoir d'autres outils digitaux qui peuvent amener un vrai service à ses clients, et où lui peut amener une meilleure prestation. D'accord. Donc au-delà de l'e-commerce, mais peut-être la dématérialisation de certaines choses pour faciliter certains traitements, certaines communications, notamment. Ça, tu penses que ça, par contre, c'est voilà. incontournable. L'idée, c'est que chacun doit aussi se faire ses choix. C'est-à-dire que le gars, il peut être un super producteur de saucissons, et lui, il décide de pas faire d'e-commerce. Bon, c'est son choix, ça peut être son choix. Après, voilà. Par contre, il a peut-être plein de choses à raconter sur la fabrication de ses produits, pour aider ses distributeurs à vendre son produit, raconter une histoire. Enfin, donc le digital va l'impacter. Il peut faire un choix. Tout ne ramène pas à l'e-commerce. C'est-à-dire que même s'il peut se dire, effectivement, producteur de saucissons, je peux faire de l'e-commerce, oui, mais il peut faire un choix de ne pas aller sur l'e-commerce. Mais ça n'empêche pas que autour de ça, il ne doit pas réfléchir comment accompagner mes revendeurs pour leur amener des outils, enfin les faciliter l'aide à la vente, parce que du coup amener des infos sur la traçabilité des produits, enfin d'où viennent mes cochons, ils mangent des châtaignes, des machins, de trucs. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que le digital, même si on fait un choix de ne pas aller sur l'e-commerce, ça peut être un vrai choix. Je dis pas qu'il est bon, hein, c'est un choix. Après, il peut y avoir d'autres façons de travailler le digital sans aller jusqu'à la vente en ligne. Très bien, très bien. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut te parler ou te poser des questions sur ces sujets-là, et en particulier par rapport à tes entreprises? C'est quoi? Est-ce que tu as un moyen préféré? Alors ça peut être par mail ou par mobile, c'est le plus simple. Je peux laisser mes coordonnées, mais le plus simple c'est par mail. Par mail. Bah, on mettra ton mail, pareil, dans les notes d'épisode. À la toute fin de l'épisode, j'explique comment on retrouve les notes d'épisode, où est-ce qu'on les retrouve. Après, j'ai plein d'autres canaux. On peut par Facebook et Messenger, par LinkedIn, etc. Mais bon, le mail et le téléphone, c'est bien. Tu me diras ce que tu veux laisser à la fin. Voilà, tu me diras, et comme ça, les gens pourront retrouver exactement. Bien, bon, on arrive sur la fin. Alors d'abord, est-ce que par rapport à ce sujet-là, on a parlé un bon moment, est-ce que malgré ça, il y a des questions que je t'ai pas posées, il y a des choses que tu as envie de dire avant que je te pose la toute dernière question? Particulièrement. Bon, très bien, c'est qu'on a à peu près fait le tour, je suppose. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'en une phrase, ou en tout cas le plus succinctement possible, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté ton épisode? Oui, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'e-commerce, ça peut sembler compliqué quand on ne connaît pas, et c'est vrai qu'il y a des complexités, mais c'est possible, et la technique rend ça de plus en plus abordable pour quelqu'un même qui n'a pas de très grosses connaissances en informatique. Et donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, il faut pas que quelqu'un qui se dit l'informatique, je suis pas hyper à l'aise, ou l'internet, ça me semble compliqué, il peut quand même aller vers l'e-commerce, et assez sereinement, s'il fait les bons choix.